chat si tu veux. Je te le mets une fois que c'est lancé. Ouais, merci. Tu pourras m'apporter le bip de... Attends, il est là. Hop là, hop. On est en direct. C'est l'aperçu, non. Vous êtes prêts? J'ai pas l'impression qu'il fasse du bruit. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Nous sommes en direct sur Facebook, sur Objectif CRPE pour un petit moment. Je suis en compagnie d'Alexandra Brimbrouck. Alexandra, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir, je suis très heureux de te recevoir ce soir dans les studios du boulevard Saint-Michel à Paris pour parler de ton livre « Dépasser les difficultés d'apprentissage ». Même si on verra que ce n'est pas le titre unique ou le titre historique de ce livre. C'est le nouveau live dans une série qui commence à être ancienne, puisqu'on avait fait des lives avec d'autres auteurs des éditions Retz, comme Daniel Haddad, que vous connaissez peut-être, qui avait parlé de l'après-CRPE. On avait reçu également Émile Lemaine. Tu les connais tous, c'est tes copains? Vous faites partie de la même maison d'édition. Émile, on avait parlé ensemble des pédagogies alternatives. Et avec toi ce soir, on va parler de comment dépasser ces difficultés d'apprentissage, comment aider plutôt ces élèves à dépasser leurs difficultés d'apprentissage, puisque tu es, Alexandra, toi-même formatrice ou plutôt enseignante, les deux en fait, je crois. En fait, ouais. Et peut-être qu'il faut commencer par là. D'ailleurs, je te propose de te présenter peut-être pour nos élèves. Je dis juste un mot avant pour saluer tous les élèves d'Objectif CRPE, élèves en particulier des promotions Jasmin et Hibiscus qui avaient passé le concours. C'est une des premières fois qu'on se voit. C'est une période un peu particulière. Je ne sais pas si tu es au courant de l'actualité des concours, bien sûr que si. Mais on est en plein résultat après les épreuves écrites qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc évidemment, on vit à l'heure des résultats et on est dans les montagnes russes émotionnelles avec évidemment de bonnes nouvelles et plein d'occasions de se réjouir pour les candidats qui sont déclarés admissibles, mais aussi des déceptions inévitables. Mais si vous êtes là ce soir, c'est probablement que vous avez une bonne raison d'y être, que vous soyez en attente de vos résultats d'admissibilité, mais déjà projetés, vous avez bien raison sur les oraux et en particulier sur l'épreuve de CSE. Je pense que c'est aussi un des objectifs de ce live que de vous donner un peu des billes pour affronter le mieux possible ces épreuves orales, ou que vous soyez déjà déclaré admissible, ou que vous soyez non encore admissible, candidat peut-être au concours 2020. Bref, soyez tous les bienvenus. Et maintenant, je vais essayer de me taire et de laisser parler Alexandra. Dernière chose, j'ai accès au chat et je serai là pour relayer vos questions. Donc, je vous invite très, très chaleureusement à participer activement et à me poser vos questions, à réagir en direct dans le chat pour que je puisse relayer vos interventions auprès d'Alexandra. Voilà, je me tais. Zip. Très bien. Merci Benjamin pour ton accueil et bonsoir à chacun d'entre vous. Alors, moi, dans l'éducation, la pédagogie, il y a deux choses qui me passionnent. La première, c'est que je suis convaincue que nous sommes tous brillants et que si nous ne brillons pas à la hauteur de ce que nous sommes, c'est qu'il y a des obstacles, qu'il y a des blocages. Et donc, voilà, je mène des enquêtes, je vais chercher comment débusquer ces obstacles. La deuxième chose qui me passionne, c'est les liens invisibles dans les relations. Voilà, comment est-ce que je peux améliorer ma relation à moi et ma relation aux autres? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ma vie soit plus agréable, plus douce et plus harmonieuse? Et ces deux passions, ces deux choses qui m'animent, je les ancre dans trois activités. Alors attends, parce que c'est passionnant, tu es en train d'entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire tes moteurs personnels profonds. Et j'entends chaque personne est brillante. C'est fort ça déjà, parce que c'est vraiment pas ce qu'on entend en salle des profs habituellement. Ça dépend. Enfin, ça peut dépendre, mais moi j'ai souvent entendu, voilà, la 5e 4, c'est pas un cadeau, pardon, j'ai des références de professeurs du secondaire, mais voilà, ou bien un tel, c'est vraiment pas possible, y a rien à en tirer.
toi, un de tes postulats, c'est non, chaque élève est brillant. Chaque élève est brillant et effectivement, c'est quelque chose que je pose en début de conférence ou en début de formation. Ça, c'est l'un de mes postulats de départ. Nous sommes tous brillants, c'est non négociable. Vous pouvez le négocier ailleurs, mais pas avec moi. J'adore ça, moi. Je partage ta conviction et c'est quasiment effectivement une conviction, une croyance ou je sais pas, mais en tout cas, c'est l'idée que chacun a en lui une sorte de caverne d'Ali Baba, un potentiel. Et là, on arrive au sous-titre de ton ouvrage, Comment révéler le potentiel de chacun, parce que le livre s'appelle Dépasser les difficultés d'apprentissage, mais il porte comme sous-titre Comment révéler le potentiel de chacun. Oui. Et c'est ça, le potentiel, c'est le côté, la brillance, parfois inaperçue, ou pas exploité, mais qui est une vraie possibilité pour n'importe qui, fût-il en difficulté profonde à l'école, quoi. Oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment le jeu et l'objectif de ce livre. Hein. On n'était pas d'accord, on a mis du temps à trouver le titre qui convenait. Moi, j'avais envie de révéler le potentiel de chacun. Bon, c'est tout, écrire un livre, c'est un travail d'équipe. Hein. Et donc, ça, c'est la première, c'est ton premier moteur. Oui. Et le deuxième, tu peux revenir dessus? C'est les liens invisibles dans les relations. Voilà, donc là, c'est l'histoire de tous mes conditionnements, mes certitudes, mes croyances, mes évidences. Qu'est-ce qui fait que j'avance avec ça et que finalement, je me déconnecte de mon essence et de l'essence de l'autre. Alors, pardon, mais c'est un peu plus compliqué, je trouve, à saisir. Je suis le porte-parole du public, et donc est-ce que tu peux essayer d'expliquer un peu mieux cette deuxième conviction que tu as? En fait, on grandit avec des croyances, des certitudes, des évidences qu'on porte comme du genre, est-ce que par exemple, je suis nul en orthographe? Exactement, c'est toutes ces choses-là, ou alors la vie c'est forcément dur, ou c'est un combat, je peux pas y arriver, je suis pas capable. En fait, on porte chacun des certitudes et des croyances. Ou bien moi, c'est plutôt les chiffres que les lettres, voilà, ou inversement. Dans la famille, tout le monde est moi, nous, on est plutôt des littéraires, mais les maths. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle des pensées limitantes. Et toutes ces pensées limitantes, elles entravent mon potentiel. D'accord. Et donc, quand on enseigne, ou quand on éduque, quand on est parent, ou même dans n'importe quelle relation, on va projeter ces pensées limitantes chez l'autre. Donc c'est important de prendre conscience de tout ça pour s'en libérer soi et puis aussi pour libérer la relation à l'autre. D'accord. C'est plus clair comme ça? Pour moi, c'est beaucoup plus clair. Dites-nous aussi, je suis en train de regarder le chat. Dites-nous aussi si c'est plus clair pour vous. C'est bien de la laisser parler aussi. C'est un message reçu. Dites-nous si Alexandra, on vous entend pas très bien. Je vais essayer de parler moins fort. Je vais essayer de parler plus fort. J'ai la voix fragile ces derniers jours. Un peu plus de son pour Alexandra. Ouais. Alexandra, j'en ai été témoin, a bu une grande tasse de miel qui doit traîner quelque part d'ailleurs. Juste à côté là. Donc, je vais économiser. Ouais. Ça, c'est un peu, Morgane Chevalier dit, très bonne philosophie. Effectivement, c'est ta philosophie, c'est tes moteurs, c'est pour ça peut-être que tu as écrit ce livre. Bah oui, parce que comme certainement beaucoup d'entre vous, on est sur Terre, les inconforts, on les rencontre depuis l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et donc ce qu'il y a dans ce premier livre, c'est vraiment une manière globale de rencontrer l'humain et avec différentes sphères. Et puis j'essaie d'être simple et que les comportements observables nous invitent à se poser des questions pour vraiment enseigner comme si on enquêtait. Comment est-ce que je peux aider l'autre à aller plus se connecter à lui? Alors, on va en parler, c'est le but du jeu ce soir, mais peut-être avant, dire d'où tu parles, comme on disait à une époque, quel est toi en dehors d'avoir écrit ce livre, quel est ton métier, ton quotidien, savoir dans quelle expérience tout ça s'enracine. Je pense que c'est intéressant avant de poursuivre. Alors, mon quotidien est très très variable. Là, en ce moment, j'enseigne 2 jours par semaine, donc je suis enseignante spécialisée dans la difficulté d'apprentissage. Je vois plus d'une centaine d'élèves sur 2 jours. En parallèle, j'ai un organisme de formation qui s'appelle Alors, pardon, Enquête. Je peux t'interrompre. Enseignante spécialisée sur la difficulté d'apprentissage, dans quel genre de niveau?
Je travaille avec des élèves de CE1, CE2, CM1, CM2. Je travaille pour l'éducation nationale. Je suis maître E. Maître E, qu'est-ce que c'est qu'un maître E? C'est un- Question qu'on pourrait vous poser à l'oral de CSE. Je suis donc une enseignante spécialisée dans la difficulté d'apprentissage. Et ça veut dire que tu interviens, tu n'as pas de classe Non, j'ai à pas de toi, classe. tu n'es pas PE, Si, je suis PE. t'es PE PE spécialisée. spécialisé. Et donc, parce que tu interviens à côté d'un autre PE, Alors, comment ça se passe en fait quand on est maître E? alors j'ai énormément de chance de travailler dans une école où j'ai beaucoup de liberté, donc j'ai une classe à moi, mais je n'ai pas d'élèves. Par contre, je travaille en collaboration avec mes collègues pour les accompagner dans des projets de remédiation, ou parfois je prends aussi des élèves en petits groupes pour travailler sur des projets spécifiques. Donc tu prends des élèves qui te sont un peu envoyés par tes collègues qui ont des difficultés d'apprentissage, plus que d'autres? Alors là, c'est un grand débat, parce que pour moi aujourd'hui, la difficulté d'apprentissage, c'est plus forcément la réalité de ce qu'on appelle traditionnellement une difficulté d'apprentissage. Je pense que voilà, je la vois comme quelque chose de plus global au niveau de la mise en projet, de retrouver de la joie, d'avoir du plaisir à agir, de se relier, de relier les apprentissages à la réalité, d'apprendre à savoir comment fonctionne notre cerveau. Donc je travaille sur des choses qui sont plus globales que la difficulté d'apprentissage. D'accord, mais ça c'est ce que j'ai bien compris, effectivement. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de demander à nos auditeurs ce qu'ils mettent, eux, derrière cette notion de difficulté d'apprentissage, puisque c'est le titre, vous l'avez compris, qui a finalement été choisi pour le livre d'Alexandra. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la difficulté d'apprentissage? Là encore, c'est une notion qui apparaît de temps en temps à l'oral en CSE, et l'effort de définition peut être intéressant. On va le faire, mais juste pour vous laisser le temps de nous dire ce que vous mettez, vous, derrière cette notion de difficulté d'apprentissage, je voudrais te demander, Alexandra, de compléter peut-être ta présentation. Tu es donc maître E pour une partie de ton temps, Oui. auteur maintenant chez Retz. Ouais, merci Jordan, qui décalons effectivement un peu. Peut-être. Ouais, dites-nous si ça va mieux, on va essayer de faire en sorte que vous entendiez mieux Alexandra. Mais donc, Oui, une donc, partie de ton temps maître Donc E. à mi-temps maître E, et à côté j'ai un organisme de formation qui s'appelle Enquête Formation. Je propose des formations en pédagogie, en communication et en écriture créative. Donc je travaille à la fois avec des éducateurs, des enseignants, des salariés, des cadres, donc j'ai un public très riche et très large. D'accord, donc les difficultés d'apprentissage, rassure-moi, tu les rencontres aussi bien chez les petits oui, que chez les grands. mais en fait, les petits, les grands, on est tous des potentiels humains à devenir, à développer. Donc, et puis c'est super intéressant de travailler en entreprise, parce que on voit un peu ce qui reste de nos conditionnements d'élèves, et ce qui nous entrave dans l'âge adulte, c'est ce qui nous a déjà entravé quand on était enfant. Donc il y a tous ces liens qui se mettent en place. Ah, ça c'est intéressant. C'est passionnant. Les difficultés d'apprentissage, en général, tu as l'impression que c'est quelque chose qui reste. Mais oui, par exemple, pour écrire, des fois je travaille en entreprise sur la communication écrite. En fait, parfois les gens n'arrivent pas à organiser leur message simplement parce qu'ils ont la difficulté à se projeter et à se construire une représentation mentale. Et ça, c'est des choses que c'est pour ça que j'aime travailler avec des enfants, des adultes et les formations de profs, parce que j'ai l'impression d'avoir une vision globale de ce que c'est enseigner. Je vois les conséquences de notre système éducatif sur les adultes et comment est-ce qu'on peut remédier sur les enfants. D'accord. Vraiment prendre l'humain dans sa globalité. D'accord. Donc, je vais vous lire, enfin, je vais te donner l'exemple, enfin, la proposition de Florence sur les difficultés d'apprentissage. Florence nous dit, ça peut aller du simple retard momentané aux difficultés plus pérennes. Donc avec cette histoire de pérennité, c'est ce que tu disais, c'est des choses qu'on peut se traîner pendant des années et jusqu'à son âge adulte en fait, les difficultés d'apprentissage. Florence ajoute, ça peut aller du simple retard momentané aux difficultés plus pérennes qui peuvent aller jusqu'au handicap. Celui reconnu MDPH, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, MDPH? Alors, MDPH, c'est la maison de la
Oh là là. Alors, on n'est La pas... maison de la personne, mais si je le sais, moi, en de la tout personne cas, handicapée. C'est en fait, maison de la personne handicapée. à mon avis, j'ai oublié. En tout cas, il y a la difficulté d'apprentissage peut aller jusqu'au handicap. Oui, oui. Alors, c'est marrant, moi, mon approche, elle est vraiment d'un autre type un peu plus global. C'est-à-dire qu'en difficulté d'apprentissage, par exemple, un élève qui répond pas, ça peut être à la fois effectivement une dysphasie, et là, on va aller glisser vers la Mon fils MDPH, était mais mutique, pardon, mais je t'interromps juste parce que c'est Audrey qui nous je dit te mon suis. fils était mutique toute la maternelle. Oui, Donc tu es en train de dire un enfant qui ne répond pas. oui. C'est le cas du fils Là, d'Audrey. Le mien aussi, c'est pour ça, pardon, mais mon fils, j'ai un de mes enfants qui, pendant un an ou deux, à refuser de parler. a refusé de parler. Ça, c'est une difficulté d'apprentissage. Oui. C'est pas un handicap. Non. Enfin, c'est Bah, handicapant. Par En contre, fait, le c'est-à-dire que handicap, c'est intéressant parce que dans la loi de 2005, le handicap, il est défini comme une limitation d'activité. Et cette définition, je la trouve super intéressante parce qu'on est tous à un moment donné limités dans nos vies. limitation d'activité, c'est une. Moi, j'entends une autre proposition qui est celle de Aude qui dit pour moi, c'est l'obstacle rencontré par un élève dans l'acquisition de la connaissance. Très bien. On n'est pas très loin de On ton n'est histoire pas de très loin. limitation. Oui. Parce que effectivement, quand on ne parle pas, ça limite. Oui. C'est quoi les conséquences d'un enfant qui ne parle pas Bah, les conséquences, c'est qu'il peut se couper du monde et se couper de ce potentiel. Et que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher pourquoi est-ce qu'il ne parle pas, quelles sont les causes potentielles et comment est-ce qu'on peut l'accompagner à dépasser ce mutisme. Ouais. Qui n'est pas forcément un mutisme universel. Pardon, il y a des questions. Mm. Qu'est-ce que c'est que le mutisme? C'est le fait de ne pas parler, de rester muet. Et quelqu'un précise, c'est Nathalie qui précise, mutique avec les adultes, pas les camarades Avec les ni les enfants. proches. Ouais. Pas de difficulté d'apprentissage, au contraire. Je laisse parler. Je te laisse parler, Alexandra. Est-ce Ça que- m'est demandé, donc, mais en même temps, c'est là, je suis là aussi pour vous Je te suis, être Benjamin. votre porte-parole. Donc, n'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Mais effectivement, on a plein de choses à se dire. Donc, je reprends le fil prévu. Est-ce que tu t'es suffisamment présenté? Oui, Tu fais c'est de la ok pour moi. formation, tu es PE et même maître E, spécialiste de la difficulté d'apprentissage, ou plutôt de comment révéler le potentiel de chacun. Ça. Et tu viens d'écrire un livre qui ressemble vraiment à un guide pratique pour aider les personnes qui sont en situation d'enseignement, donc principalement quand même les PE. Mais qui peut vous intéresser à vous si vous êtes de futurs PE. Et ce guide, est-ce que tu veux expliquer un peu comment il est conçu? Parce que déjà, je ne sais pas si ça se voit, pardon, je vais faire juste un... Mais c'est vraiment ultra pratique, ça ressemble à une série de fiches qui sont toutes structurées de la même façon, décalage linguistique à l'écrit, comprendre et être compris ou comprise à l'écrit, en lien avec le besoin d'autonomie. Et avant ça, il y a tout ce tableau. Alexandra, je te laisse expliquer comment fonctionne ce livre et pourquoi tu l'as construit comme ça. Avec plaisir. Donc, ce que je voulais, c'est vraiment construire un guide pratique. On se dise, bah voilà, j'apprends à observer le comportement de mes élèves, donc sortir du jugement, donc pas, par exemple, Selma est égoïste ou Tom est fainéant ou Louise écrit mal. C'est déjà lister des observations plutôt que des jugements. Par exemple, ça va, j'ai un peu de temps là? Ouais. Donc, par exemple, Selma, si je veux être dans quelque chose, dans une observation, je vais dire, bah, elle a pris le dernier biscuit. Donc, mais elle n'est pas forcément égoïste. Peut-être que les autres, ils en ont pris 3. Tom, au niveau on va dire, il ne termine pas en situation de mathématiques, il ne termine pas ses exercices. Écrire mal, qu'est-ce que c'est? Ça veut rien dire écrire mal. Donc, c'est quoi? Est-ce que les lettres sont fermées ou non? Est-ce qu'il y a du sens à ce que j'écris? Est-ce que j'utilise des signes de ponctuation? Donc, c'est déjà apprendre à observer. Donc là, j'ai construit une grille avec que des observations qui sont organisées en 9 parties pour que ça soit simple de s'y retrouver. Comme ça, vous pouvez, parce que souvent, notre intuition, elle est juste. On sent qu'il y a quelque chose qui bug dans la relation ou dans l'apprentissage, mais on a de la difficulté à mettre en mots. Donc là, le travail de mise en mots, il est fait. Donc il y a un tableau en 3 parties, où il y a une première partie avec des observations, une deuxième partie avec les comportements adaptés, c'est-à-dire tout à l'heure tu disais, par exemple si on a un élève qui est mutique,
Effectivement, ce qui peut être chouette pour lui, c'est qu'il puisse exprimer ses émotions, ses besoins, ses envies et interagir avec les autres. Donc c'est vers ça que doit tendre notre accompagnement. Donc la deuxième colonne, elle reprend les comportements qui sont adaptés face aux observations. Ça, c'est l'objectif qu'on cherche à Voilà. atteindre dès lors qu'on fait l'observation qu'il est mutique et qu'il ne Exactement. parle pas, on n'entend pas le son de sa voix. Il y a, Il y a des les comportements objectifs, adaptés vers quoi? Par exemple, moi, un élève qui ne me répond pas parce que ce que je lui dis, ça ne l'intéresse pas, ça m'ennuie sur le moment, mais ça me va. Par contre, s'il ne me répond pas parce qu'il ne me comprend pas, parce qu'il n'a pas le vocabulaire, parce qu'il a une dysphasie, parce qu'il est sourd, parce qu'il manque de confiance en lui, parce qu'il a peur que ses camarades se moquent de lui, parce qu'il est enfermé dans un blocage répétitif ou voilà, ça me gêne. Et là, tu viens, pardon, mais tu viens d'énoncer plein d'hypothèses qui Dans sont ma probablement troisième pas colonne. compatibles. C'est-à-dire que, Non. enfin, peut-être qu'il y en Bah, a oui et plusieurs, non. mais ce sera rarement tout à la fois. C'est rarement tout à la fois. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce livre de cette manière, pour que face à chaque comportement observable, on puisse émettre des hypothèses. Et ça se termine toujours par un point d'interrogation, parce que avoir raison pour l'autre, ça craint. Il y a peut-être un truc auquel j'ai pas pensé en écrivant ce livre. Donc si on reprend, si ça vous va, on peut reprendre cet exemple de l'enfant mutique, l'enfant qui ne Qui ne répond parle, qui ne répond pas. La première chose, si j'ai bien suivi, tu me corriges, hein, mais c'est d'être dans l'observation et pas dans le jugement. C'est la première bah chose que oui. j'ai entendue, c'est-à-dire dire, Noé, je n'ai pas entendu le son de ta voix, ça c'est une observation. Et encore, c'est déjà dans le jugement. Mais Je parce n'ai que pas on entendu. peut imaginer des choses qui sont plus dans le jugement, comme Noé, t'es vraiment trop timide. Ou bien, En situation, Noé ne répond pas. en Quand situation, voilà, Noé ne quand répond pas. j'interroge Noé en classe, il ne me répond pas. Et il ne répond pas à qui, hein, comme le disait l'une d'entre situation, vous, c'est pas voilà. du tout, c'est pas parce que Noé ne répond pas à sa maîtresse en situation en classe qu'il ne répond pas à un Il est camarade sourd, ça ne veut pas dans dire la qu'il est cour, sourd, ça ne veut pas dire qu'il est sourd. dysphasique, ça veut Donc- juste dire que dans cette situation, et en fait, plus on va observer et regarder l'unicité de l'instant, et aussi après voir dans quelle situation ça se répète, en fait, tout ça j'ai bien décrit aussi dans l'introduction pour voir un peu comment on peut décrire les observations. Plus vous allez regarder et affiner votre perception en étant juste dans l'observation, donc je rappelle, une observation, on est tous d'accord, pas d'adjectif, pas d'adverbe. Mal, Donc c'est bien. pas timide, c'est ne C'est- réponds pas voilà, en situation. c'est un fainéant, c'est non. En situation de mathématiques, il ne termine pas. Par contre, si vous lui donnez, un puzzle ou une maquette de Lego à faire, le gamin, c'est fort probable qu'il termine. C'est pas non plus il est lent, Non, c'est c'est intéressant. Je retiens le côté en une heure, il écrit 3 phrases. formuler une observation. Tout le monde est On d'accord. évite les adverbes et les adjectifs. Voilà. Et puis tu prends une caméra, Il est vraiment très lent, cet enfant. On est dans le jugement. un petit, oui, En situation de résolution de Mathématiques, problèmes voilà. mathématiques, il ne finit il ne pas. finit pas ou il ne commence pas. Ou Des il fois, ne il commence commence pas. même pas. C'est une observation factuelle. Voilà. Et ça, c'est vraiment effectivement change la tout. puissance de l'observation factuelle plutôt que le jugement. Mais par contre, après, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il faut, un peu comme un médecin qui, Un enquêteur. après avoir... Non, un enquêteur. Un C'est vrai que tu as pris une enquêteur. autre Moi, métaphore j'aime que bien. celle de C'est le la nom de ma médecine. boîte, enquête. Tu vois, c'est un enquêteur. C'est une enquête. en fait. D'accord. Alors, comment ça se fait que tu parles pas Noé? Là, c'est autre chose. Et on va pas lui demander. Mais tu vas te demander, toi, enseignante, quelles sont les racines de la difficulté? Bah oui, tout en sachant que c'est possible que je ne trouve pas ces racines. Parce que moi, mes élèves, le nombre de fois où je me suis fait avoir. Par exemple, j'avais une gamine qui avait été diagnostiquée comme dyslexique. Donc j'étais persuadée que si elle lisait à voix haute, elle ne comprenait pas ce qu'elle lisait. Donc quand elle lisait, tout était haché, les mots n'étaient pas correctement segmentés. Et pourtant, à un moment, je lui dis, bah, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? Et là, elle avait tout compris. Mais en fait, le nombre de fois où je me suis fait avoir par mes perceptions, par mes certitudes sur les compétences de l'autre. Donc maintenant, je regarde juste, je pose des observations, et puis je laisse la vie un peu m'accompagner à répondre par elle-même aux questions un petit peu à la fois. Et en fait, quand on accompagne en étant juste dans l'observation, les enfants, ils baissent d'un cran. Et moi aussi, je baisse d'un cran. Parce que c'est plus de j'ai raison, t'as raison, on est dans une lutte de pouvoir. Bon, des fois, j'arrive pas à les accompagner, je trouve pas. J'avais une élève aussi, pendant 4 ou 5 séances, j'ai cherché à lui faire comprendre la différence entre plus petit et plus grand.
à la première séance, elle n'arrivait pas, c'était sur la construction du nombre, à faire la différence entre, à ranger les nombres 3, 6, 9, du plus petit au plus grand. Pour moi, ça me paraît tellement simple, c'est tellement acquis depuis longtemps, que je me suis jamais posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut bugger là-dessus. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, Clara, je sais pas comment on va faire, mais je suis avec toi, et on va chercher jusqu'au moment où ça fonctionne. Et puis je lui ai dit, c'est pas toi qui es en difficulté quand tu n'y arrives pas, c'est moi. C'est moi parce que je ne trouve pas l'outil dont tu as besoin pour t'aider à dépasser cet inconfort. Ça veut dire que tes observations, tu les partages Bah oui, toujours avec les élèves bah oui, mais qui en c'est sont d'abord leur vie. Bah, bien sûr, mais ça suppose de pouvoir avoir vraiment une relation individuelle, un dialogue pédagogique individuel avec chacun. Il y a combien d'élèves dans ta classe? Ça dépend, j'ai des groupes à partir de 4 ou 5, mais parfois j'ai des classes entières. D'accord. Mais en fait, je crée un climat de confiance qui fait que ce discours-là, une fois que c'est instauré, je pourrais le dire devant tout le monde. Parce que D'accord. j'essaie d'avoir un regard juste et d'être en lien avec chacun d'entre eux, D'accord. pour que eux aussi puissent s'interagir et s'accompagner les uns les autres. D'accord. Pardon, j'ai perdu le. Je vais demander à Jordan de me rendre le chat que j'ai perdu. Mais super, on a déjà, je crois, posé un peu le cadre de ta pensée et de la façon dont elle se transcrit dans ce bouquin qui est un guide pratique pour les profs et futurs profs. Pardon, j'ai perdu le chat. Tu expliques la deuxième partie Je veux bien que tu expliques. On a donné un exemple peut-être. Oui, On bah, peut prendre un ou deux autres exemples et expliquer effectivement la deuxième partie. La première partie étant ce tableau que vous voyez là, avec les 3 entrées dont parlait Alexandra, qui sont les comportements observés ou interprétés. Tu mets quand Bah même. oui, Hein. parce que après, il y a quand même parfois des adverbes. Hein. En fait, je suis pas tout à fait, enfin, je suis carrément sûre de ne pas être tout le temps dans l'observation. Donc c'est pour ça que je mets entre Ouais. guillemets, parce que voilà, je suis humaine, je suis encore pleine de croyances limitantes et de conditionnements. Donc forcément, je regarde l'autre avec mes perceptions. Parfois, les observations sont quand même un peu des hypothèses ou comportent des Oui, hypothèses oui, qui mais vont être. l'idée, c'est vraiment de se dire, je m'interroge. C'est pas bien ni mal, c'est juste qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je fais à partir de cette réalité-là. Quand je suis dans le jugement, bah, ça me permet moi soit de me retirer en me disant ouh là là, je suis pas formée là, j'y vais pas, ou alors de surcharger l'autre par des limites. D'accord. Et donc on a d'abord cette première phase qui est la phase d'observation, déjà un peu mêlée d'interprétation comme on l'a compris. Une deuxième colonne avec les comportements adaptés qu'on peut mettre en face et qui représentent un peu ce qu'on aimerait installer dans la relation. Et puis la troisième colonne, c'est les diverses hypothèses qu'on peut faire. T'es tout seul, Jordan? Je mets sur Ouais, appelle, Je vais faire un exemple de fiche pendant que tu règles ça. Si appelle quelqu'un pour qu'on se reconnecte. Il faudrait connecter Marie en fait. Ouais, voilà, appelle Marie ou quelqu'un. Pardon, excusez-moi. Donc, la troisième colonne, c'est les hypothèses qu'on peut formuler. Par exemple, quelqu'un qui a de la difficulté à restituer oralement une leçon ou une poésie, ça c'est l'observation. Les comportements adaptés qu'on aimerait atteindre, c'est plutôt au contraire d'avoir des stratégies de mémorisation et d'être capable de s'exprimer en public. Et les hypothèses, il y en a plusieurs. Des problèmes de mémoire, mais pas seulement. Disponibilité intellectuelle, contexte des apprentissages, mise en projet, représentation mentale, bégaiement, confiance en soi, estime de soi, blocage inconscient, et ça c'est autant de hashtags qu'on peut suivre, ou de points d'interrogation qui sont des hypothèses qu'on peut creuser et peut-être valider à l'aide de la deuxième partie, c'est ça? Exactement. Et par exemple, on va repartir un peu sur l'histoire de la confiance en soi. Donc il y a une fiche, page 47, sur la confiance en soi. Et je vous expliquer un peu comment fonctionne chacune des fiches. Donc le titre de la fiche,
pour la confiance en soi, il y a les manifestations d'un déficit de confiance en soi, les manifestations d'une confiance en soi ajustée, et puis les manifestations d'un excès de confiance en soi. Pour chaque fiche, il y a aussi également une définition, et aussi des hypothèses sur les origines de l'absence de confiance en soi. À chaque fois, après, vous avez que mettre en place. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour développer la confiance en soi? Et puis des témoignages, des questionnements, et puis des petites anecdotes. La confiance en soi, il y a les manifestations d'un... Pardon, je suis en train de récupérer le chat par mes propres moyens. Vous êtes nombreux à nous regarder, plus d'une centaine personnes sont connectées en ce moment, qui t'entendent mieux que tout à l'heure, qui trouvent ta philosophie tellement sereine et valorisante pour les enfants que ça ne peut que fonctionner. Ça marche. Qui te dit quand ça. on baisse d'un cran, ça marche. Audrey nous dit je suis AESH, alors les mots du genre fainéant, je les entends tous les jours et ça me rend folle. Je comprends. Je suis de tout cœur avec toi, Audrey. Là, on est dans le jugement, pas dans l'observation. Fainéant, ça peut pas être une observation. Et en même temps, de cœur à cœur, souvent, quand on râle sur les enfants et qu'on pose des mots comme ça, c'est qu'on n'a pas les outils et que ça demande beaucoup de confiance en soi. Donc, moi, je passe mon temps à plonger, à me casser la figure, à recommencer, à essayer. J'arrête d'avoir des certitudes sur l'enseignement. Et souvent, les personnes qui sont dans leur peur, dans leur certitude d'enseignement, c'est qu'ils n'ont pas assez confiance en eux pour s'intéresser vraiment à la relation à l'autre avec les enfants. Alors, avoir le temps de s'intéresser à la relation à l'autre avec les enfants, pardon, je raccroche et en même temps je regarde un peu ce que nous disent nos amis. Et Belly Tiki dit justement il faut avoir le temps de s'occuper plus des enfants en difficulté. Comment faire en classe entière sans laisser les autres? Alors, vous en faites 2 fois moins en période 1. C'est pas, en fait, il ne faut pas s'occuper que des enfants en difficulté. Il faut s'occuper de tout le monde tout le temps. Et c'est pas une question de différencier. Si vous différenciez pour le nombre d'élèves, on va tous finir, on va tous exploser. C'est pas possible, c'est impossible. Ce qu'il faut faire, c'est globaliser. C'est-à-dire poser dès le début de l'année un autre type d'enseignement. C'est prendre du recul pour globaliser votre enseignement. Vous devez vous intéresser. Mais toi, ça t'arrive d'être en classe entière? Mais là, je rêve. Avec combien 20, Mais oui, 20, mais j'ai enseigné 24, pendant longtemps aussi. Oui. Et tu dis, tu arrives à instaurer finalement un mode de relation qui permet de faire en sorte que chaque élève... Alors c'est plus simple quand il y a de la régularité. Enfin, pour moi, là je rêve de reprendre une classe et en même temps à côté il y a tellement de choses qui bougent et qui s'ouvrent que je le ferai plus. Mais je rêve de reprendre une classe à temps plein. Mais ce qui est clair, c'est qu'en fait, on va aller tellement vite qu'on passe à côté de l'essentiel. J'ai retrouvé. Merci Jordan. Il y a quelqu'un qui réclame que tu fasses un petit coucou, comme tu sais faire avec la main, parce que la tête de Jordan, c'est quelque chose qui est tout à fait... Voilà. Merci Jordan. Merci mon vieux. Mais c'est bon, je crois. Cela dit, je prends. Pardon, excusez-moi, ce sont les aléas du direct selon l'expression consacrée. Quand sait-on qui gagne les livres? Ça, c'est un tirage au sort, effectivement, qui permettra de gagner. Je crois qu'il y a 3 ou 4 livres à gagner. Je ne sais pas si Joël ou quelqu'un est encore là de chez Retz pour nous dire, mais vous serez dûment averti par mail et ce sera une main innocente qui fera ça, ou plutôt on a un outil pour ça, pour sélectionner au hasard quelqu'un parmi les participants. Léa a envie justement de lire ton livre, donc Léa participe au jeu concours et sinon va dans n'importe quelle bonne librairie. Claire, je voudrais prendre une intervention de Claire, pardon, mais parce qu'elle rejoint un des trucs dont on avait envie de parler tous les deux, je crois, mais plutôt à la fin. On l'avait prévu pour la fin, mais c'est pas grave. On vit, c'est la vie. C'est la vie. Claire dit, ça implique aussi beaucoup de travail sur soi-même. Ah bah c'est sûr, hein. Bien, si on veut travailler sur nos conditionnements et éviter de projeter nos attentes sur l'autre, ça demande un travail sur soi. Et effectivement, enseigner, c'est quand même un métier, j'essaie de plus utiliser le mot compliqué, mais c'est un métier qui demande énormément de ressources. Et ces ressources, si on n'a pas travaillé sur soi, c'est quand même super difficile. Et je pense que c'est pour ça que les enseignants, la plupart des enseignants ne se remettent pas totalement en question et que parfois on est heurté par les propos qu'on peut entendre dans les salles d'épreuve, parce qu'il faut avoir une sacrée connaissance de soi pour dire j'y arrive pas. Il faut avoir une sacrée bonne confiance en soi pour se dire ok, si mes élèves n'y arrivent pas, c'est que ce que je leur propose n'est pas adapté, c'est pas eux qui sont en échec.
quand il n'y arrive pas. C'est moi l'adulte, c'est moi la responsable. C'est à moi de trouver des situations. Alors parfois ça marche pas. Mais depuis que j'ai arrêté de râler quand ils sont en difficulté, au moins eux ils portent pas la cause de. C'est pas comme si. Je leur fais pas porter la responsabilité, la culpabilité de leur non, c'est vrai que c'est moi qui suis responsable. Un apprenant qui est en difficulté d'apprentissage, c'est un défi pour le prof et c'est un camouflet aussi. Moi, par exemple, quand mes élèves d'objectif CRPE n'arrivent pas à faire une analyse en moins de 2 heures pour l'épreuve de français d'objectif du CRPE, je le vis comme un échec personnel parce que ça montre bien que ma méthode et mon enseignement sont pas encore assez efficaces pour couvrir tous les besoins, en fait. Après, c'est le vivre dans la responsabilité, pas dans la culpabilité. Non. Moi, je pense que toi, comme moi, on fait notre métier avec cœur. Bien sûr. Et que chaque situation, chaque rencontre avec chacun de nos élèves, de nos stagiaires, adultes, enfants, ados, tout est dans l'unicité. Alors après, il y a des règles qui font que ça va toucher la plupart d'entre nous. Et puis après, il y a nos petits électrons libres. Mais déjà, si on ne fait pas porter à l'autre la culpabilité de sa non-réussite ou de sa non-adaptation, c'est déjà cadeau. Est-ce que c'est culpabilité? Pardon, je passe du coq à l'âne, mais je suis là pour ça aussi. On avait prévu d'en parler au tout début, on n'en a pas parlé. Est-ce que c'est culpabilisant de dire à un enfant qu'il est dyslexique? Et est-ce que c'est un jugement ou une observation? Voilà, je te laisse te débrouiller avec ça. Alors, moi, après, prenez ce que vous avez à apprendre là-dessus. Moi, ce que je propose toujours à mes stagiaires, c'est de leur dire, je pose mon cadre avant de répondre à ta question. Si ça vous parle, prenez-le totalement. Si ça vous interroge, laissez-le réfléchir en vous. Et puis si vous êtes contre, vous êtes contre. Hein. C'est à vous de faire votre sauce et votre miel. Hein. Je pense que le meilleur enseignant, c'est l'enseignant qui est bien aligné avec lui. Donc on est tous un cadeau pour les autres si on est bien dans notre alignement. Moi, les étiquettes, ça me laisse sans voix un peu. Voilà. Je suis sans voix. Je pense que poser le mot dyslexique, dire... Si votre chef d'établissement il vous dit bravo, t'as eu ton concours, l'année prochaine dans ta classe tu auras 2 dyslexiques, un dyspraxique, un dysphasique, un qui arrivera en octobre parce qu'il fait une phobie scolaire, t'as 2 EIP et on n'a juste pas du tout envie d'aller travailler. Parce qu'on se dit oulala, je suis pas formée, c'est pas possible, et puis il y a les TDAH, et gna. Alors que si vous partez sur des observations, voilà, il y a un enfant qui segmente pas correctement les mots, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc c'est encore sortir des étiquettes pour regarder les observations. Vous avez un enfant qui n'écrit pas les phrases, qui a de la difficulté de passer d'un plan à un autre, donc d'un plan vertical au plan horizontal. Là, c'est un fait, c'est un constat. On va pas mettre le mot de dyspraxie derrière, mais on sait juste que, voilà, il va écrire sur le tableau, il écrit A, B, C, lui, il va écrire B, C, A. Il y a une difficulté au niveau de l'orientation dans l'espace, on met une feuille à côté pour qu'il copie sur le même plan. Donc, observons. Pardon. Donc j'entends le côté, à nouveau, le primat de l'observation et qui permet probablement aussi de ne pas plaquer une étiquette qui est forcément un peu uniforme, parce que j'imagine que derrière 2 enfants dyslexiques ou 2 enfants dysphasiques, il y a parfois, ou qualifiés, étiquetés ainsi, il y a parfois des difficultés d'apprentissage différentes. Mais est-ce que ça peut pas aider quand même aussi? Je me fais l'avocat de cette effectivement manie d'étiquetage qu'on a, et ça fait partie des choses que vous devez connaître, et d'ailleurs ça fait partie des choses qui ne sont pas non plus complètement ignorées par ton bouquin, parce que tu consacres les dernières la dernière partie au je vois hypothèse, mais c'est hypothèse, tu vois, hypothèse parce que je peux pas mettre trouble de l'attention avec hyperactivité, donc TDAH, c'est ça? Oui. Hypothèse dyslexie, hypothèse dysphasie, hypothèse dyspraxie, hypothèse dyscalculie, mais c'est, je ne sais pas si vous voyez les couleurs, je vais essayer de vous faire un joli plan sur les couleurs, c'est la toute dernière couleur parmi bien d'autres, et c'est pas du tout le sujet du livre. Non, mais ce qui était important pour moi dans ce livre, après j'ai pas répondu à ta question. Mais non, on y reviendra. Tu la gardes en tête? Ouais. Ou pas? Tout le monde la garde en tête, on va partager la responsabilité. Ne t'inquiète pas que voilà, on partage tous la responsabilité. En fait,
l'ensemble des... Dans mon livre, il y a plein de références. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ouvre une page, je suis dans la sphère comportementale sur l'autonomie. Donc, il y a une fiche sur l'autonomie. Et il y a par exemple, voilà, à chaque fois, accompagné vers la mise en projet avec une petite étoile. Donc il y a plein de références dans toutes les pages, elles s'appellent les unes les autres. Et pour la phase des hypothèses 10, eh bien c'est la même chose en fait. Toutes les hypothèses, tout ce qu'on retrouve dans les parties 10, eh bien c'est un peu de processus cognitif, un peu de confiance en soi, un peu de repérage. Et en fait, les 10, tout ce qu'il y a dans les 10, ça se retrouve dans l'ensemble du livre. Ça va, c'est clair ? Ouais, pardon, j'étais en train de regarder en même temps, mais tu es en train de dire tout ce qui se trouve dans la toute dernière partie sur les 10 DYS, hein, 10, oui, oui. 10 calculi, dysphasie, dyspraxie, dyslexie. C'est en fait c'est des hypothèses qui sont à la fin, mais voilà. Il y a tout ce qui précède enfin, on peut hésiter entre cette hypothèse. Non, c'est que en fait, on pioche un peu partout pour construire ces profils-là. Ouais. C'est pour ça que l'étiquette, pour moi, bon, effectivement, ça peut rassurer pour un peu comprendre à un moment donné, mais il faut vraiment se méfier des étiquettes parce qu'on peut s'enfermer. Puis après, il y a aussi des personnes qui surinvestissent ces enfants 10. Ils ont plein de potentiel et on leur donne à temps plein une personne qui va copier à leur place. Et les enfants, les gamins, ils perdent toute motivation. Faut vraiment se méfier. Ce qui est important, c'est les observations. Avec des observations, on peut agir. Avec des étiquettes, je suis pas sûre qu'on agisse. Est-ce qu'on peut prendre... Prenez ce que vous avez à prendre là-dessus. Mais ouais, non, mais est-ce qu'on peut prendre un exemple, justement, je crois que tu m'as parlé d'un élève qui était diagnostiqué dyslexique. Donc dyslexique, c'est des difficultés d'apprentissage, en particulier autour de la graphie et de la lecture. Dyslexie de réception, dyslexie de production. De réception, c'est-à-dire que quand je lis, je segmente pas je ne segmente pas correctement les mots. Et de production, c'est que quand j'écris, voilà, il y a des oublis, des inversions, des segmentations qui ne sont pas justes, il n'y a pas de permanence dans les apprentissages. Est-ce que tu peux justement peut-être prendre quelques exemples d'observations qu'on peut substituer à l'étiquetage dyslexique et d'hypothèses qu'on peut faire pour expliquer ces observations, et parce que c'est le troisième volet, il y a le temps de l'observation, il y a le temps de l'enquête, pour reprendre ton vocable, et du diagnostic, si on suit plutôt la métaphore médicale, mais en tout cas des hypothèses qu'on va faire. Et il y a le temps de la remédiation ou de l'aide ou de l'apport de quelque chose dans la relation pour aider l'enfant à dépasser ses difficultés. Est-ce que tu peux prendre quelques exemples Oui, alors après la question, ça me demande juste de lire le contenu d'une fiche. Donc c'est ça que tu voudrais ou... Parce que comment est-ce qu'on voit les manifestations possibles d'une dyslexie? Ouais. Donc dyslexie de production, quand j'écris, j'inverse, j'oublie, j'ajoute ou je confonds des lettres, des syllabes ou des mots, ou alors je vais segmenter les mots d'une manière erronée, ou alors je ne vais pas fixer l'orthographe des mots, je vais écrire avec lenteur, donc là vous voyez que c'est à peu près quand même une forme de jugement parce que lentement c'est un adverbe. Moi, il n'y a pas de lisibilité, ou alors je ne sais pas me relire. Écrit lentement, ça peut être, si on veut forcer le côté observation, en situation de recopie de copie, écrit de 3 lignes en 1 heure. Mais après, comme je voulais écrire un livre qui soit valable pour toutes les tranches d'âge, je ne peux pas mettre des choses trop normées non plus. Mais ça, c'est autant d'observations différentes qu'on peut faire pour un élève qu'on pourrait aussi par ailleurs qualifier de dyslexique un peu rapidement. Tu sais quoi, je pense que c'est plus intéressant de repartir dans la je première partie. Je veux bien parce que l'objectif c'est aussi, je pense à nos très nombreux auditeurs qui sont ou vont être admissibles, j'espère cette année ou peut-être une année future, mais même je pense pour que vous, c'est en fait, intéressant. c'est une démarche. Voilà, c'est une démarche. Moi, ce que je voudrais que vous captiez, c'est la démarche, observation, hypothèse comme on dit, reco dans notre jargon. Il y a la femme d'Adrien qui nous écoute, que tu as croisée tout à l'heure, qui lui parle de reco, recommandation. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour
aider à dépasser les difficultés. Tu vas voir là, l'exemple que je vais te donner, il va être plus large que ce qu'on a fait au niveau de la dyslexie. Par D'accord. exemple, dans la 7e partie du tableau, il est écrit quand il écrit ou quand elle écrit, il ou elle inverse, oublie, ajoute, confond des lettres, des syllabes ou des mots en situation d'écriture. Donc, vers quoi tendre deuxième Ça, c'est partie? l'item 80. C'est 80. l'item 80 Page du 34. tableau dans la première partie. Ouais. Donc, comportement adapté, c'est que l'enfant, il respecte les normes de la communication écrite, qu'il soit compris quand il écrit ou quand elle écrit, et qu'il comprenne lui-même ce qu'il écrit ou ce qu'elle écrit. Et quelles sont les hypothèses? Pourquoi est-ce qu'un enfant peut inverser, ou un adulte, oublier, ajouter ou confondre des mots, des syllabes, blablabla. Soit c'est une question de code, donc là il y a une fiche sur le code, qu'est-ce que c'est que le code? Donc c'est dans les processus cognitifs. Soit c'est une question de mémoire, ça peut être aussi une difficulté d'orientation dans l'espace. Vous savez, rien ou rein, c'est les mêmes signes, mais c'est pas orienté de la même manière. Soit c'est parce qu'il y a un problème de déficit visuel, ou encore qu'il y a un décalage linguistique à l'écrit, donc c'est encore un autre type de fiche, ou alors une dyslexie, ou encore des prérequis notionnels qui ne sont pas installés. Et avec un point d'interrogation, parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a encore une chose à laquelle je n'ai pas pensé en écrivant ce livre. Donc vous voyez, plutôt que de se dire tout de suite, c'est une dyslexie, qui est vachement enfermant et limitant, je pose mon observation, je regarde ce qui est vraiment juste. Si le gamin il écrit mal et qu'il n'y a pas besoin... Enfin, des fois on leur demande des choses qui ne sont pas justes pour eux, mais qui répondent à nos exigences d'adultes. Alors que là, on est dans quelque chose de temps, c'est important qu'ils puissent écrire pour pouvoir se relire et communiquer. Et quelles sont les hypothèses? Il y a plusieurs hypothèses, c'est pas forcément une dyslexie. Et comment est-ce que tu testes ces hypothèses? Puisque c'est des hypothèses, le but c'est soit de les invalider, soit de les valider. Mais de pouvoir faire le tri là-dedans. Est-ce que c'est un problème de mémoire? Est-ce que c'est un problème de code? Est-ce que c'est un déficit visuel? Il y voit pas clair, il lui faut des lunettes. Souvent, c'est déjà la première chose à tester. La vue et l'audition, parce que, en fait, c'est très très bête ce que je veux dire, mais quand on ne voit pas, quand on n'a jamais vu, on ne sait pas qu'on peut voir. Donc le premier truc que tu élimines, c'est est-ce qu'il n'y a pas des déficits sensoriels. Des déficits sensoriels. Là, on est en train de toucher à une autre façon de structurer le livre ou de présenter la structure du livre. Sensorielle. Et par exemple, il y a quelque chose, moi j'ai découvert, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, parce que j'ai passé beaucoup de temps à râler, à punir et à demander à mes élèves des choses qu'ils ne pouvaient pas me donner parce que ce n'était pas dans leur possibilité de l'instant. Et par exemple, il y a le daltonisme. Le daltonisme, parfois... Je suis daltonien! Ah bah super, alors peut-être qu'on t'a dit, mais écris sur les lignes toute ta vie. J'ai vu ça dans ton livre. Voilà, il y a des gamins, on leur demande d'écrire sur les lignes, mais ils ne voient pas les lignes. Et alors moi, il faut croire que je ne suis pas daltonien aussi grave. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, je me souviens que j'étais nul en biologie. Sauf que là, je suis en train de porter un jugement sur moi-même. Alors que croyance limitante. C'est une croyance limitante, car je n'étais pas nul en biologie. En fait, j'étais juste daltonien. Ou en tout cas, peut-être que j'avais d'autres difficultés d'apprentissage spécifiquement avec la biologie, mais le fait est que je me suis assez vite mis des croyances limitantes. J'aime bien raconter ma vie aussi. Oui, c'est important. Je me suis mis des croyances limitantes. Je suis parti en ES parce que je n'aimais pas la bio. Et notamment, c'est vrai qu'il y avait des histoires, je me souviens parfois, il fallait mettre la marche des animaux avec les pattes de devant en rouge et les pattes arrière en vert ou des choses comme ça. Rouge-vert, pour moi, c'était l'horreur. Donc, c'est vrai que le premier truc pour toi à regarder pour valider ou invalider des hypothèses, c'est les hypothèses liées aux facultés sensorielles. Oui. Chez l'un de mes frères, on s'est rendu compte qu'il était meilleur à l'âge de 25 ans. Il a passé toutes ces années de scolarité à faire le pitre au fond de la classe. Je voudrais juste citer les autres sphères que tu présentes dans ton livre, parce qu'il y a la sphère sensorielle avec le déficit auditif, le déficit visuel et le daltonisme, qui constituent donc 3 hypothèses qu'on peut faire face à certaines observations. Mais il y a quoi, une dizaine de sphères en tout. Il y a 8 sphères, je vais juste les énumérer. La sphère psycho-affective, la sphère corporelle, la sphère comportementale, la sphère sensorielle dont on a parlé, la sphère des processus cognitifs, la sphère linguistique, la sphère notionnelle,
la sphère environnementale, et voilà. Oui. Et voilà. Et donc, 74 fiches dans toutes ces sphères. Et donc, il faut toutes les envisager au moment où on cherche à valider des hypothèses? Non, laissez-vous... en fait, alors, il y a... je peux parler d'une blogueuse qui a fait un super article sur mon livre. Bien sûr, on est là pour ça. C'est Maîtresse E. Maîtresse E. Voilà, peut-être qu'on pourra donner après les coordonnées de son blog, parce qu'elle a fait un super article sur l'utilisation du livre, et puis donc elle mettrait un exemple concret, et elle disait, bah tiens, voilà, j'ai repéré pour un enfant qu'elle appelle Tarzan, mais on peut le faire avec n'importe lequel de nos élèves, 3-4 comportements, donc elle est allée regarder les comportements, et puis elle a stabiloté les hypothèses qui revenaient dans plusieurs comportements observables. Ah, ouais. Et après, elle est allée chercher. Donc, c'est bien. C'est un livre qui se lit sans se lire. C'est-à-dire que si vous avez le temps et si vous avez envie de vous former à fond sur les processus cognitifs, alors ça, c'est quand même la base. Moi, quand je me suis rendu compte que ça existait, je me suis dit, mais flûte, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui m'en a parlé avant? J'ai enseigné pendant 10 ans. Les processus cognitifs, tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. En fait, les processus cognitifs, c'est comme le pédalier de notre vélo. Si vous partez en balade à vélo et que vous avez un premier col ou même juste une colline, et vous ne savez pas comment fonctionne votre pédalier, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les plateaux, les différents plateaux. Ouais, les vitesses. Les vitesses, c'est ça, tout simplement. Eh bien, soit vous allez monter votre vélo, enfin la colline à pied en poussant votre vélo, soit une fois arrivé en haut, vous allez être épuisé si vous pédalez vraiment. Alors que si vous savez comment fonctionnent vos différents plateaux et vos vitesses, là vous pouvez anticiper la montée, il y aura un coût énergétique moins fort. Les processus cognitifs, c'est tout ça, sur la représentation mentale, sur la capacité de mémoriser, comment optimiser le code, la décentration, l'orientation dans l'espace. Est-ce qu'on peut dire que c'est le coût que tu payes pour apprendre? Toi, C'est personnellement, pas le coût cognitif? Oui, c'est le coût cognitif. Et par exemple, un élève ne pourra jamais retrouver un verbe dans une phrase s'il ne sait pas catégoriser, c'est-à-dire trouver des points communs entre différents éléments. Et en fait, il y a plein de choses qu'on leur demande sans savoir que derrière, il y a des processus cognitifs qui sont en place. Donc les processus cognitifs, c'est tout ce qui est en amont des apprentissages. Donc si vous avez envie d'un petit peut-être mise à niveau ou juste découvert des processus cognitifs, ils sont tous, enfin il y en a une grosse partie qui sont définis dans le livre, donc vous pouvez vous faire le chapitre sur les processus cognitifs, ça fait 30 pages. C'est ça, c'est une des 8 sphères. Traiter l'information, on y trouve des choses sur le code, comprendre et intégrer l'arbitraire, décentration, inviter à se décentrer et à trouver sa place, mémoire, outiller et stimuler, exploration, accompagner à parcourir l'ensemble d'un document, oral de CSE, tout ça. Orientation dans l'espace, outiller, orientation dans le temps, représentation mentale, se construire un film. Ça c'est génial, moi ça a changé ma vie, la représentation mentale. Ouais, raconte un peu. Alors, tu l'utilises pour toi? Bah, je pense que moi c'est des principes que j'ai... En fait, la plupart d'entre nous, on est passé à travers ces difficultés-là un peu naturellement. Par contre, il y a des enfants pour qui il faut vraiment en parler. Alors la représentation mentale, c'est une de mes collègues de chez Retz, hein, c'est Sylvie Seb et Roland Guagou qui ont écrit un livre moi, qui a transformé un peu ma manière d'enseigner, c'était Lecteur et lectrice, où je me suis rendu compte... Pareil, on essaiera de donner la référence en plus de l'article de la je me suis rendu compte que voilà, construire une représentation mentale, c'était indispensable pour construire un texte. Parce qu'on teste, on évalue la compréhension, mais on ne l'enseigne pas. Et il y a plein d'outils pour enseigner la compréhension, c'est-à-dire que quand je lis, j'apprends à me faire un film au fur et à mesure, et ce film, ces premières images mentales, elles se déconstruisent à mesure que je lis. Il y a des outils très simples où il y a plein de gamins, si vous leur posez la question, vous avez compris, ils vous répondent oui, sauf qu'on comprend toujours quelque chose, mais on ne sait jamais si ce qu'ils comprennent, c'est vraiment ce qu'il fallait comprendre. Alors que avez-vous compris, je vous assure, si vous avez des classes et que vous commencez demain c'est possible, à demander à vos élèves qu'avez-vous compris, asseyez-vous et puis commencez à tirer le fil et vous allez voir qu'il y a un gros décalage entre ce que vous croyez qu'ils comprennent et ce qu'ils comprennent. Tu dis, la question intéressante, c'est pas tant avez-vous compris que qu'avez-vous compris. Ouais. Raconte-moi. Mais là, asseyez-vous la première fois que vous posez ces questions-là. Parce que franchement, c'est des bonnes claques. Parce que la première fois que vous avez posé ces questions, en tout cas c'est ce qui nous est arrivé nous à l'école, c'est qu'on s'est rendu compte que voilà, pour la
la plupart du temps, moi, je parlais toute seule. Je parlais toute seule en classe. Tu demandais des validations aux Bah, élèves, voilà, les mais- enfants, ils disent oui, parce que bah, voilà, il faut qu'on comprenne Ouais. forcément quelque Ouais. chose. Mais va savoir si ce que tu as compris, c'est ce qu'il fallait comprendre. Ou bien tu posais des questions peut-être précises, Voilà, et petites, ils des piochent les petites informations, questions. les gamins. Ouais. Ils piochent. Ils piochent, ouais. Mais ils Donc construisent finalement, pas le ils te sens. donnaient le change et toi, tu te rendais pas compte que tu étais sur une autre planète? Non, et en même temps, ils s'ennuyaient parce que, en fait, ils rentrent pas dans les apprentissages. Et, C'est quand... génial, hein, j'espère que vous avez bien entendu. C'est qu'avez-vous compris? Qu'est-ce que toi tu as compris plutôt? C'est ça, j'imagine Ouais. que c'est une question que Et tu puis- poses à un élève après l'autre. Oui, c'est ça. Alors, mais au départ, il faut du temps, il faut oser. C'est pour ça qu'en début d'échange, là, je vous disais, mais en première période, c'est toutes ces choses-là qu'il faut faire. C'est créer un climat de classe sécurisé, prendre le temps d'instaurer des mécanismes d'apprentissage, toutes ces choses-là pour que après on puisse y aller. Là, on rame et on tire toute l'année, on répète toujours les mêmes choses, tout le monde est fatigué, les gamins ils sont pas motivés, nous on n'est même plus enthousiastes. Il faut de l'enthousiasme et de la joie, et tout ça, l'enthousiasme et la joie, c'est possible si on est posé. Alors, il y avait une question d'Hélène dans le chat qui disait: j'aimerais bien justement qu'Alexandra revienne sur l'organisation de sa première période pour ne pas se perdre dans les différenciations et globaliser l'enseignement. D'accord, Hélène. SVP. Oui. Donc, tu étais en train de parler de ça. C'est pour ça que C'est je pour te ça qu'on repose est bien connectés. Hélène. précisément. On est très bien connectés. Super. Euh, Vive la magie de l'intuition. Mais voilà, je te donne juste, voilà, il y a plein de cœurs. Regarde tous ces cœurs que Oh, tu envoies, c'est nos Merci. chers amis. Je te lis juste quelques autres commentaires, Oui, juste d'accord. pour que, mais on reviendra à tout ce qui a été ouvert et pas clos comme question. Mais Béné dit, j'ai bien compris les observations, l'idée de totalement individualiser cette observation. Pouvez-vous nous en dire plus sur des exemples de remédiation? Sophie dit, c'est clair que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, les problèmes de vue et d'audition. Ah, mais pourtant, c'est Mais vraiment ça. pourtant, il faut y penser. Evelyne, un bilan de posture est très intéressant à faire aussi. Ouais. Un bilan de posture, tu penses que ça veut dire un bilan sur sa posture à soi d'enseignant? Ouais, parce que je vois. Ah, Non, non, je pense un que c'est bilan- plus un bilan c'est un de bilan de posture pour posture. les élèves, mais effectivement, je pense Ah que oui, la pour posture savoir comment elle se d'enseignant, tient, comment l'élève se tient. Je pense que Evelyne nous parle ici de posture physique. Oui. Tu certainement. connais Pardon, hein, moi Oui, je alors j'y après, je connais suis pas rien. hyper spécialisée Ok. là-dedans, mais oui. Bilan de posture. Gwenaëlle, l'instit de ma fille l'a mise en soutien tous les midis et s'acharnait sur elle car elle n'arrivait pas à apprendre ses lettres et ses chiffres. Et il est ressorti qu'elle avait 6 sur 10 à chaque œil au bilan des 4 ans. Bah, je suis pas surprise. Béné demande une recommandation de lecture sur les processus cognitifs. D'accord. On va il y a dépasser les difficultés Oui, d'apprentissage, le chapitre sur Après, les je pense qu'il y a processus Jean-Philippe cognitifs. Lachaud qui travaille beaucoup là-dessus aussi. Jean-Philippe Lachaud, mais Lachaud, on Ouais. va vous faire tout un petit récap qu'on mettra dans le chat à l'issue du live avec Alexandra. promis. Je m'en fais le garant. Mel, l'idéal serait de parvenir à créer un climat de bienveillance et de confiance dans la relation élève-enseignant, tel que les enfants puissent exprimer leurs besoins et les obstacles rencontrés. Exactement, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et en première période, lâchez, osez, vous allez démarrer votre carrière, osez être audacieux et osez enseigner dès le départ comme vous rêvez d'enseigner. Parce qu'autrement, vous allez prendre des Ouais. mauvaises habitudes, vos collègues vont vous conditionner à rester dans vos mauvaises habitudes. Donc, soyez audacieux, prenez-les. C'est un testez. métier où on est libre quand même. Mais Hein. on est libre, on est extrêmement super libre. Il n'y a libre. personne pour vous. On On est est inspecté libre. une fois tous les 35 ans, au si on a moins. de la chance. Ouais. Donc, Non, vous êtes libre et puis c'est bon, c'est juste. Donc tous les jours, vous intéressez à avoir un accueil individualisé. C'est pas forcément compliqué, c'est au moment de l'accueil. C'est-à-dire bonjour à chacun. Bonjour Thomas, comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour madame, bonjour Alexandra, je me sens joyeux, ou je me sens contrarié. Alors ça, est-ce que, pardon, je peux... Oui. Allez, petite ils vont fiche. me détester, hein, je suis désolé, je t'interromps T'as vu beaucoup, mes mais fiches? j'ai adoré ce Elles sont truc et trop je veux belles. absolument qu'on Ça en c'est non parle. négociable. Et je vais, en fait, je sais déjà que je vais, Les sur mon découper. exemplaire personnel, les découper et m'en servir avec mes enfants.
Mais tu C'est vas pas, adorer. on Les n'est gamins, pas ils en adorent. contexte, je peux pas le faire avec mes élèves Mais tu d'objectifs peux le faire, CRP. mais tu dois le Quoique, faire avec parce tes qu'on élèves. va changer de chat, je vous Je vais l'annonce. vous envoyer une fiche pour adultes. D'accord, Enfin, ça c'est pour le m'intéresse prochain beaucoup livre, parce mais qu'on est on en va train de demander. travailler. On va, je vous l'annonce, s'il y a des élèves d'objectifs CRP qui nous écoutent, qui seront encore avec nous, on va changer de chat et je veux qu'on travaille sur les réactions codifiées Ah, que trop les bien. élèves peuvent m'envoyer en cours et envoyer à Louis et aux autres pendant qu'on fait cours pour qu'on ait une idée de la météo psychologique de l'élève. J'en ai des fiches. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça, les cartes Mais oui. émotions? Il y a Ça, des cartes c'est non émotions négociable. et il y a des cartes. Et juste une anecdote, et Ouais. après je te laisse parler, mais j'ai préparé ce live un petit peu de chez moi et j'ai eu un enfant malade, donc je suis resté chez moi, mais j'avais le livre et je l'ai étudié avec beaucoup d'intérêt de chez moi. Et mon enfant malade a accroché direct sur ces fameuses cartes émotions dont tu vas nous parler. Alors, c'était un garçon, donc on a regardé le côté garçon, parce qu'il y a un côté fille inquiète, triste, fatiguée, joyeuse, en colère, reconnaissante. Et il y a un côté garçon, fatigué, triste, inquiet, où on retrouve les mêmes émotions. Et on a joué à reconnaître les émotions derrière les petits dessins, mais j'imagine que c'est un autre usage que tu en fais Bah, et que tu proposes d'en faire. Et ça m'intéresserait beaucoup que tu nous dises ce qu'on peut faire de ce genre d'outils. alors moi, ces outils-là, je les utilise tout le temps. Donc là, je remercie mon Fanny Falgas qui a fait les illustrations. Je suis totalement fan. Je les utilise en fait que je travaille avec des enfants, des ados, des adultes. Je démarre toutes mes formations, tous mes cours par un temps où je regarde chacun dans les yeux, où je me connecte à lui, et où je demande comment il se sent. Donc les adultes, ils choisissent 2-3 sentiments, émotions. Et en fait, je trouve ça génial parce que au moins j'ai le climat de ma classe. Je sais comment ça se passe. C'est juste extraordinaire. Et puis parfois, il y a des temps où on travaille aussi sur les besoins. J'ai lancé il y a 2 ans des séances de liberté avec un groupe de CE2 que j'avais 2 fois par semaine. Et ils écrivaient au fur et à mesure leurs besoins. Besoin qu'on prenne de temps, besoin d'être accepté comme je suis. En fait, on s'est servi de ces petites cartes. Et une fois que les besoins ils étaient acceptés et nourris, on effaçait, en fait on les avait listés au tableau, on les effaçait au fur et à mesure, et puis il y en a d'autres qui arrivaient. Et ça a créé un climat dans cette classe dont je me souviendrai toute ma vie. Les enfants prenaient soin les uns des autres. Alors, sur les besoins, ils étaient listés au tableau. En fait, à la fin de chaque séance, on se disait, bah voilà, comment ça s'est passé pour vous, de quoi vous auriez besoin pour ajuster, pour que ce soit plus juste pour tout le monde. Donc, par exemple, j'aurais besoin de plus de liberté. J'aurais besoin de plus de liberté, j'ai besoin de co-animer, donc après la séance suivante, ils co-animaient tous, donc on se rendait bien compte que s'ils étaient tous à la place du prof et qu'ils enseignaient tous, bah, il n'y avait plus d'élèves, donc c'était un peu gênant. Donc après, en fait, toutes les propositions, elles faisaient déboucher sur d'autres réalités, mais on co-construisait. Par exemple, il y avait des moments où ils se Mais c'est les mêmes besoins pour tout le monde, parce que j'imagine Non, que c'est des peut-être besoins un différents. besoin Donc, peut par être, exemple, peut être rempli pour un élève, mais pas pour un autre. exactement. Mais par exemple, si j'ai besoin d'être acceptée comme je suis, je mets, je sais pas, le prénom de Karam, Théo et Léa Lim. D'accord, tu mets des prénoms On en met face les des prénoms à besoins. côté, D'accord, et c'est puis ce qui après me manquait pour... on efface le prénom si le besoin D'accord, est nourri. d'accord. Donc Et tu en as fait- une liste de besoins qui sont ceux que tu listes ici dans les Ouais. petites cartes, on peut les lire. Bien sûr, Tu as le besoin de... on a beaucoup. Hein, il y a on des va- couleurs, est-ce que le code couleur veut dire quelque Bah, chose Oui, alors il y a une fiche, il y a une fiche pour, dans la partie du psycho-affectif, il y a une fiche sur les émotions. Ah oui, il y a un tableau des émotions aussi que vous pouvez mettre en place dans votre classe. En fait, il y a énormément de choses. Le La tableau des première émotions, période- c'est le même principe. Tu mets des noms en face de chaque émotion En fait, au tableau. Tu fais un tableau, ça c'est très simple, tu découpes les cartes, il y en a plein, il y a plein d'autres types de cartes sur internet où tu dessines toi-même. Tu achètes un tableau avec des aimants là, qui est un peu aimanté, tu mets les cartes et puis après les enfants ils déposent leur étiquette prénom juste en dessous. Donc ça, c'est ultra une simple. façon de prendre la météo des Ouais. émotions en début de journée. C'est un En début de rituel. L'enfant vient dire quelle est son émotion, Ouais. Et puis il peut la déplacer dans la l'émotion journée. avec laquelle il arrive. La gestion de conflit avec les émotions et les besoins, c'est un cadeau, c'est simple. Comment tu te sens? Je sens triste et en colère. Ok. De quoi tu as besoin? Quelle demande tu peux faire formuler avec moi? Après, tout ça, c'est le Ah ouais. principe de la communication Non violente violente, aussi. j'entends ça, ce Mais truc c'est formidable, cadeau, ça effectivement, change tout. qui est de dire
Et là aussi, ça part de l'observation et Bien pas sûr, du jugement. exactement. C'est-à-dire que Tout se recoupe, hein. on commence par l'observation, on essaye de rattacher ça à un besoin qu'on a, et puis après, On formule des on demandes formule et on des avance. demandes. Et on avance ensemble en donnant une place à chacun. Donc, Est-ce que tu peux, pardon, mais donner un exemple peut-être de communication non violente qu'on peut faire en suivant ce schéma? alors, oui. Alors, par exemple, moi, quand je vois certains de... Du coup, je donne un exemple qui me touche moi. Quand je vois encore certains de mes élèves se battre, moi, je leur dis vraiment, plutôt que de crier dessus et de les punir, en fait, je leur dis, oh là là, je suis triste. Je suis triste quand je vous vois vous faire du mal, quand je vous vois vous insulter. Et en fait, c'est marrant parce que ils s'attendent, quand ils se battent et quand ils sont surpris, ils s'attendent ils se mettent en défensive en disant, ouais, mais madame, c'est pas moi qui... Enfin, alors que si tu dis, je suis triste quand je vous vois vous faire du mal, bah, tout le côté défensif de je vais attaquer ou contrecarrer, il baisse d'un cran. En fait, moi, si j'exprime ma tristesse, et je suis vraiment triste quand je les vois s'insulter et se faire du mal, parce que je les apprécie et j'ai pas envie de les voir se détruire, se bousiller comme ça. Et donc, après, je fais, non, non, est-ce que vous voulez bien venir avec moi? On va poser un peu, qu'est-ce qui se passe? Et donc, là, après, on utilise les cartes, les émotions, les besoins. Alors, ça ne veut pas dire que ça fonctionne tout de suite du premier coup. Apprendre, vivre, c'est un marathon. Ça demande de la régularité, de la rigueur. Mais ils commencent à avoir les outils pour gérer par eux-mêmes leurs conflits. Super. Ouais. Parce que, et tu remarques, est-ce que ça déteint, est-ce que eux-mêmes se mettent à employer ce genre de modèle En fait, de communication est-ce que tu entends des quand même machin quand tu me tapes sur la tête comme ça me rend franchement triste et en fait, je voudrais te demander si tu peux pas. si j'arrive, enfin, si les adultes qui les accompagnent ont cette rigueur de le faire, c'est-à-dire que bah, moi j'essaie aussi d'être intègre et de représenter ce que je leur enseigne. Mhm. Donc si les adultes qui les accompagnent, ils ont cette rigueur de toujours utiliser les mêmes outils, les enfants ils prennent le pli. Ils sont demandeurs de ça. Ils sont demandeurs. Ils voient bien que ça leur convient pas non plus de se battre tout le temps. Ça leur convient pas non plus d'être toujours en tension. Ils ont envie d'être en projet, sauf qu'ils n'ont pas les outils. Et si on leur propose des outils, alors il y a d'autres outils, hein. Il y a une petite vidéo moi, que j'adore qui s'appelle les accords Toltec racontés aux enfants, c'est sur Ouais, j'ai YouTube. vu que tu Elle est géniale cette vidéo. Et travaillais là, aussi je à travaille partir avec de eux ça. là-dessus. Et en fait, en gros, c'est Ouais, ouais, ça juste vous intéresse les accords Toltec raconter aux enfants. à C'est raconter aux génial. enfants la C'est version génial. Mais des fois, en formation kid-friendly d'adulte, des jamais. accords Toltec. Donc il y a une histoire d'armes, C'est d'épées, c'est de un boucliers. petit chevalier, ouais. Tu nous racontes les accords Ouais, c'est Toltec génial. en quelques minutes? Bah, vous pouvez faire ça à partir de 6-7 ans. Il y a donc 4 accords qui sont transférés chez les enfants par le premier accord. Ça devient, voilà, j'ai une épée. L'épée, c'est comme la parole. Soit j'utilise mes mots pour faire du mal, et là, c'est fort probable que je reçoive des mots qui vont me faire du mal. Soit j'utilise mes mots pour faire du bien. C'est le double tranchant de Une épée à l'épée. double tranchant. T'as bien lu J'ai bien lu. Ah, c'est super, merci. Ouais. Soit j'utilise mes mots pour faire du bien, et là je risque de recevoir de l'amour, de la gentillesse, de la tendresse. Donc sois vigilant à utiliser tes mots, à l'utilisation de tes mots. Le deuxième accord, c'est pour la version enfant, c'est le bouclier. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose de toi que c'est vrai. Donc, c'est tout, tu mets ton bouclier et puis tu te protèges. Ouais. Mais fais attention aussi, parce que si tu te protèges trop, bah, tu te coupes des choses sympas et ça t'empêche de faire grandir ton cœur. Mais face à des jugements, parce que j'imagine que Exactement. les enfants portent des jugements les uns sur les autres. Bah, les enfants oui, sont des êtres humains, hein. Donc, de même que nous, parfois, on a le raccourci facile et qu'on va plonger sur l'étiquette de dyslexie ou sur même plutôt des jugements du type il est lent, il est paresseux, Fainéant, il est insolent. Et insolent, pas insolent, etc. il demande il prend la parole Et de même entre eux, il y a aussi un risque Bien sûr. qu'il y ait des jugements qui soient posés. Et donc le deuxième accord Toltec, on mettra pareil, parce que je crois qu'il y a tout ça, il y a un livre auquel tu fais référence assez précisément, qui est dans la bibliographie, et donc on vous le remettra dans le chat. Mais le deuxième accord Toltec, après l'épée, qui est la parole à double tranchant, qui peut faire du bien ou du mal,
C'est le bouclier pour se protéger finalement de la parole de l'autre sur soi-même. Et les deux derniers, le troisième, c'est pour la version adulte, c'est ne fais pas de suppositions. Et la version enfant, c'est va chercher la vérité, tu dois avoir une quête. Donc arrête de croire. Cherche à savoir plutôt qu'à croire. Donc quand il y a quelque chose qui t'intrigue, ne te fais pas de film dans la tête. Mais va chercher et pose la question à l'autre. C'est l'enquête. Ça, c'est la quête. C'est la quête, c'est le nom de la boîte. Ouais, c'est la quête, ouais, c'est ça, mais c'est bien, c'est le même jeu, c'est aller chercher. Par la métaphore de l'enquête du détective qui va poser vérifie les faits, qui va poser des questions, qui va... Et puis le dernier, c'est la clé ou la règle du chevalier, c'est-à-dire donne toujours le meilleur de toi. Quand tu es en forme, bah fonce, apprends, transforme, crée, interagis, essaie, teste. Et si tu es fatigué ou si tu es moins en forme, eh bien ralentis, repose-toi. Ça, c'est quoi? Redis la dernière. La clé ou la quête. La clé ou la quête. Et ça veut donner le meilleur de soi. De révéler son potentiel, d'être soi-même dans oser être soi-même et d'être soi-même à fond et pas à 20%. Quoi, quand je suis en forme, je dois donner le meilleur de moi. Mais que quand je suis fatiguée, quand je suis moins en forme, quand je suis moins reliée, je prends du temps pour moi. D'accord. Je te donne, Alexandra, quelques retours encore issus du chat. Et puis après, on vous laissera, parce que je ne sais pas quelle heure il est exactement, j'ai plus l'heure, mais voilà, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble, mais il y a beaucoup d'intérêt pour ce que tu dis et beaucoup de questions, donc je te les relais et on va voir où ça nous emmène. Marina nous dit « Que peut-on faire pour aider un enfant qui écrit lentement et qui est peu lisible ?» Donc deux observations, même si on a dit lentement, c'est un adverbe, mais c'est pour ça que je disais... on voit bien que ça peut se traduire comme il écrit 2 fois moins que les autres, par exemple. Donc, dans je le même temps. autant dire lentement que comparer. Voilà, c'est encore pire. Je viens de faire un truc Non, mais affreux. justement, c'est intéressant. Mais c'est pour ça que dans la colonne, j'ai m'écrit observation, comportement observé ou interprété, parce que parfois, on n'est pas tout à fait dans l'observation. C'est ça. Attends, pardon, mais je vais te lire il y a un grand commentaire de Marina. Que peut-on faire pour aider un enfant qui écrit lentement et qui est peu lisible? Bien que je sois d'accord que les étiquettes soient stigmatisantes, parfois ça permet de comprendre certaines observations. Mon fils a un TDAH, trouble de l'attention et de l'hyperactivité, et il est EIP, ce qui signifie enfant intellectuellement précoce. Enfant intellectuellement précoce. La lenteur et la qualité de son écriture peuvent, je pense, s'expliquer par le fait que sa pensée est beaucoup plus rapide que son geste, mais ça ne me donne pas les clés pour l'aider. Qu'est-il possible de faire? Il est actuellement en CM1 et il a parfois du mal à garder la cadence. Le rythme au collège va sérieusement s'accélérer, j'aimerais donc trouver des solutions d'ici là. Donc ça, c'est une interrogation d'une mère pour son enfant, mais j'imagine que ça rejoint des interrogations que peut avoir un PE pour les enfants qui sont dans sa classe et sur lesquels il formule le même genre d'observation que fait Marina sur son enfant. Est-ce que tu as des pistes là-dessus Après, pour trouver les pistes vraiment adaptées, il faut avoir un peu plus d'éléments sur la situation, mais je vais proposer des choses. Est-ce que, par exemple, dans la construction du geste graphique, c'était fluide? Parce qu'il y a aussi pas mal d'enfants qui ont raté, entre guillemets, quand je dis raté, c'est nous qui avons raté, nous les adultes qui avons raté ce qu'on a préparé, ce qu'on a proposé en premier apprentissage. Est-ce que l'enfant est bien passé par le corps? Parce qu'avant le geste graphique, c'est d'abord un mouvement corporel. Les boucles, les déliés, tout ça, ça passe par le corps. D'abord en motricité, et puis après en motricité fine. On peut le faire. Moi, quand j'avais des élèves qui avaient des difficultés d'écriture, quand j'enseignais en CP, je prenais sur le tableau, je traçais par exemple une succession de boucles. Je vais faire dans l'autre sens pour
Dans le bon sens, dans le t'as bon repéré que sens. c'était dans le sens Bah, inverse. en fait, c'est souvent dans le sens Ouais. inverse. Et alors, parfois, je leur faisais juste reprendre la qualité du geste. Donc, peut-être, est-ce qu'il lui manque l'apprentissage de base au départ pour que le geste petit. C'est ce qu'on voit dans le matériel Montessori Bah aussi, oui, parfois en fait, on avec passe pas. des lettres granuleuses que l'enfant est invité à suivre du doigt pour intégrer le geste. Oui, et après, on peut le faire de plein de manières différentes. Donc, est-ce que ces premiers apprentissages ont été bien réalisés ou non? Après, il y a aussi. C'est possible qu'il y a des personnes qui mettent moins d'énergie parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à bien écrire. Et que parfois, si c'est pas intéressant pour lui et que son cerveau il va ailleurs, bah, c'est aussi un fait. Pourquoi ça peut être pas intéressant pour lui? Parce que tout Parce que simplement, effectivement, elle dit ça va. Est-ce que c'est pas juste, c'est pas le moment pour lui, ça C'est juste, c'est l'intéresse pas le en ce moment. Après, c'est quand même important. Alors, il y a plein d'autres méthodes. Il y a des tablettes, il y a des ordinateurs, mais ça me semble quand même important qu'il puisse, lui, écrire et se relire, même si c'est pas forcément les mêmes quantités que les autres. C'est ce qu'on appelle là aussi quand même une forme de différenciation. Ouais. D'accord. Je continue avec des questions. Encore une autre question de l'une de nos auditrices sur sa fille au potentiel CM2 qui a de très gros problèmes pour analyser des documents en histoire. Comment aider en ayant de telles difficultés? Alors, en fait, ce qu'il faut vraiment qu'on comprenne, d'ailleurs pour l'enfant d'avant ou n'importe lesquels, c'est que nous, adultes, il faut qu'on les pose dans des situations où on trouve le plaisir, la joie et mettre du sens. Alors, pour les documents en histoire, c'est à nous aussi de reposer le contexte. Après, se demander est-ce que c'est une difficulté d'orientation dans l'espace? Est-ce que c'est une capacité, une difficulté à analyser l'ensemble du document? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de méthode de travail? Est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas à quoi ça sert? Les UIP, s'il n'y a pas de sens, faut pas rêver. Ouais, On va pas y aller. C'est quelque chose qui est... c'est une hypothèse qui peut être, j'imagine, assez transversale, la question Du sens. du sens et de l'envie et de l'intérêt, en fait. Est-ce que l'intérêt est compris et perçu? Est-ce que c'est fait dans l'enthousiasme et dans le plaisir d'apprendre, en fait? Ouais. Puis il faut bien aussi ça c'est ce que je dis souvent en ce moment en conférence, c'est que faut qu'on s'interroge, nous, sur quel type d'adulte nous sommes. Souvent, on demande à nos enfants ou à nos élèves d'être motivés, mais on le fait la plupart du temps, et je veux dire avec plein de tendresse, dans l'urgence, en râlant, en disant, enfin... Et en fait, on leur demande d'être dans cette joie et dans cet enthousiasme que notre société d'adultes ne transmet pas. Mm. Et ça aussi, c'est peut-être nous aussi ralentir. Et on le demande parfois, c'est des injonctions paradoxales, parce que nous-mêmes, on le demande parfois. Enfin, je vais parler pour moi, parce que le on, mais moi je sais que c'est courant avec mes enfants, et c'était courant quand j'étais prof. J'ai été prof, heureusement pour les élèves, pas trop longtemps, mais j'étais prof en collège. Et voilà, ça m'arrivait souvent de dire mais calmez-vous, mon sang, arrêtez de... voilà. Ou bien enfin de pas du tout donner l'exemple par mon attitude de ce qu'on réclame d'eux, en fait. Donc c'est le thème, je crois, enfin c'est un des c'est un des axes sur lesquels tu travailles dans ton prochain livre, dont on peut peut-être dire un mot en exclusivité mondiale. Exclusivité mondiale, universelle. Universelle, c'est sur le lien. Le lien à soi, le lien à l'autre, l'importance du lien dans l'apprentissage. Ça s'appelle Tisser des liens. Là, on était tous d'accord pour le titre. Tisser des liens, sous-titre La relation au cœur de l'apprentissage. Et effectivement, c'est un plongeon, c'est en 4 parties. La première partie, c'est aller identifier l'enfant, l'élève que j'étais, dans quelles croyances j'ai grandi, quels sont mes conditionnements, mes certitudes, et aller un peu nettoyer tout ça pour se libérer. C'est-à-dire qu'on va regarder le rapport à l'autorité, à l'apprentissage, à la liberté, à la responsabilité, à la créativité, et se remettre à neuf pour retrouver notre essence. Le deuxième chapitre, c'est aller ancrer sa posture professionnelle. Nous sommes chacun un cadeau si nous sommes pleinement alignés. Nous sommes vraiment chacun des cadeaux pour l'autre. En tout cas, ça aussi, c'est l'un de mes postulats.
Oui, Donc, ça vaut pour soi aussi. Le mais fait oui. qu'il y ait la caverne d'Ali Baba, Mais- le potentiel bah, formidable. tu Tu peux- disais la brillance Mais de oui. chacun, de chaque élève, ça vaut pour soi aussi. Mais C'est-à-dire oui. que chaque Mais je dois incarner enseignant ce que est j'enseigne. brillant. Alors, on n'est pas tous brillants partout, mais moi, je peux pas dire à mes élèves soyez brillants si j'ose pas être pleinement moi. Je peux pas. Donc, Mm. c'est vraiment ce que tu disais. Je dois incarner ce que je mets en place. Donc, la deuxième partie, c'est aller ancrer sa posture professionnelle. Donc là, c'est faire le point sur ses émotions, sur ses besoins, sur ses valeurs, sur ses moteurs, pour aller chercher la pépite qui est en nous, enfin, notre valeur ajoutée. La troisième partie, c'est un peu accueillir la réalité de l'autre. Et là, on repart plus sur une question au niveau des observations, donc c'est plus global. Et puis la dernière partie, c'est vraiment comment est-ce que je peux développer des relations harmonieuses. D'accord. Voilà. Donc c'est Sortir des conditionnements, des relations répétitives. c'est quelque chose qui est déjà très présent, je trouve, en filigrane Mm. dans ce premier livre, mais qui sera au cœur du Voilà. deuxième. Alors celui-là, c'est plus comme un guide, ça c'est plus comme un guide pratique, une forme de dictionnaire de comportement, alors que le second, c'est un livre qui est linéaire. Alors, je continue avec quelques réactions du chat. Marina dit, j'aime beaucoup l'idée de commencer par demander à chacun comment il se Bah, ça sent. change tout. Béné, qui suit une formation en CNV, j'imagine Ah, que ça veut super. dire communication non violente. Ouais. Nous avons commencé par cette météo psychologique, Ah oui. puis nos besoins pour que chacun soit en sécurité. Ça lui parle totalement. C'est la Léa base. a suivi une conférence d'Isabelle Peloux Ah, c'est qui génial, parlait elle est aussi géniale, de Isabelle. communication non violente. Tout va dans le même sens et lui parle tellement. C'est génial, merci. Claire a bien noté les accords Toltec à voir. Béné aussi. La référence de lecture pour les accords Toltec, on vous la donne dans le chat dès qu'on raccroche, c'est promis. Revoir cette interview, elle sera bien sûr disponible sur Espace F d'Objectif CRPE et je pense sur la page d'Objectif CRPE, la page Facebook aussi longtemps que ça t'ira, Alexandra, Ok, parce que bon. moi de mon côté ça va. Je continue, on demande et j'ai Claire, en tant que maman aussi, on demande souvent à nos loulous des choses proches de la perfection, mais nous sommes loin de l'être et nous l'oublions bien souvent. Plaisir et joie, amusons-nous avec nos gosses. Ouais, Amusons-nous, amusons-nous. Ça dépend après quelle société, quels adultes on veut. Si on veut des adultes stressés, perfectionnistes, qui passent leur temps à critiquer, bah continuons ce qu'on est en train de faire. Je suis un peu provoque, hein. non, mais moi ça me va Mais bien, j'adore ça. franchement, Placere et docere. franchement, amusons-nous. La vie, c'est ce qu'on en fait. Être dans l'instant, dans Être le dans moment, l'instant. présent à la relation. Voilà, Et et ça veut pas essayer dire qu'il n'y a d'être, pas de cadre. Moi, il y a un cadre. Ma classe, elle est rangée, c'est propre. Mes élèves, à chaque fois que je les croise, ils me disent bonjour, madame, comment vous allez? Enfin, j'ai une vraie relation avec chacun d'entre eux. Je me sens respectée par eux. Enfin, Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Tu dis tous les matins, je prends, en fait, j'entre en c'est pire relation. que ça, ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire Comment qu'il tu y a fais? il y a ce temps de bonjour qui est non négociable, que je passe 1 heure ou 6 heures avec mon groupe. Ouais. Les adultes, c'est plus Et 6 heures. là, ils mettent Mais des cartes où ils te disent non, comment ils ils me se disent, sentent. Ils parce te que- disent. En fait, ils me disent parce que j'ai besoin d'avoir un contact visuel avec chacun. Mm. Et après, ce que je dis à chacun de mes groupes, enfin surtout aux enfants, c'est que je leur dis que j'ai pris conscience. En fait, parfois, je vais inspecter, enfin, je vais faire des visites conseils dans des classes. Mhm. Et la première fois que ça m'est arrivé, je me suis retrouvée au fond d'une classe et j'ai pris conscience de quelque chose qui était extraordinaire parce que je fonctionnais de la même manière. C'est-à-dire qu'au fond de la classe, je me suis rendu compte que l'enseignante que je visitais, elle interrogeait toujours les 4 ou 5 mêmes élèves parce que ce sont les élèves qui font avancer notre cours. Après, il y en a 4 ou 5 qui nous empêchent d'avancer, donc on va les chercher. Et puis au milieu, il y en a 15 Mm. qu'on va jamais chercher. Alors là, je me suis dit, merci, c'était vraiment un cadeau cette visite. Parce que ça m'a permis, moi, de modifier ma pratique. Parce que c'est ce que je faisais aussi. Mm. Et donc, depuis, je dis à mes élèves, bah voilà, à chaque séance, je vais essayer de tous vous interroger. Si je vous oublie, c'est pas parce que je vous aime pas ou que je suis pas intéressée. C'est juste que bah, je suis un être humain, donc je fais du mieux que je peux. Et maintenant, j'ai vraiment cette gymnastique. Au départ, c'est une gymnastique, c'est se forcer d'interroger chacun à chaque séance. Donc, une séance est réussie pour toi si tu as fait participer à un moment chacun. Oui, bah oui, parce que des comment est-ce élèves. que tu veux être gamin? Il y a des gamins qui sont jamais regardés. Comment est-ce que tu peux te mettre en projet et développer ton potentiel si tu sais pas que tu existes? Et à minima,
tu sais que chacun sera accueilli Ouais, en début de séance personnellement parce que tu vas l'appeler par son nom, le exactement. regarder et lui demander comment il se sent aujourd'hui. En fait, tu peux exister enfin, ouais, et se sentir existant, ça passe aussi à travers le regard de l'autre au départ. Enfin, ou parfois pas pour tout le monde, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais D'accord, donc c'est déjà beaucoup, mais tu accueilles chacun personnellement et tu essayes en plus de ça de donner la parole à chacun à chaque séance. Et quand j'ai des groupes régulièrement, c'est eux qui co-animent. C'est-à-dire qu'ils viennent à côté de moi et ils font cours parfois à ma place. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un vrai challenge parce que on parle, nous, adultes, la plupart du temps, sauf que finalement, c'est à eux d'agir. Mhm. Donc, la plupart du temps, je monopolisais tout l'espace, Mhm. alors que, alors que c'est à eux d'apprendre, c'est à eux d'agir, c'est à eux C'est d'interagir. super Et ils intéressant, adorent les ça gamins. aussi, ouais. Ils adorent les gamins. Donc tu prends un enfant et tu lui dis bah Non, je prends pas, je dis qui veut le faire. Qui veut le faire? Voilà. C'est sur la base là encore du volontariat parce Ouais. qu'il faut qu'il y ait l'envie, il faut qu'il y Et ait parfois, ils ont tous envie de le faire, alors on ouais. dit allez-y. Et puis, on se rend bien compte que finalement, ils sont bien embêtés alors, parce qu'il n'y a plus personne qui participe. Et du coup tu les laisses s'auto-organiser? Des fois, ça m'arrive de faire des plongeons, des séances de liberté. La première fois que j'ai fait ça avec un groupe de CE2, là, ils étaient 18. Et en fait, pendant cette séance de liberté, donc ils avaient des actions à faire, des tâches à mener, et ils pouvaient les mener comme ils voulaient. Et puis, il y a une gamine, pendant toute la séance, elle a passé son temps à noter les prénoms des enfants au tableau. C'est ce qu'on fait, nous, les maîtresses, quand t'as lu ça dans les petites BD là-dessus. Et c'était drôle parce que... Petites BD, parce qu'il y a aussi des BD, il y a Ouais, il y a des c'est BD très dans le sympa. Il y a des témoignages dans chaque fiche, et parfois c'est sous forme de BD. de BD pour que ce soit plus simple, quoi. Et là, pardon, mais pour que je Vas-y. comprenne bien, ou plutôt pour que nos auditeurs comprennent bien, quand tu dis on faisait une séance de liberté, c'est-à-dire que tu avais quand même fixé des objectifs. J'avais fixé 2 objectifs, je pense qui que étaient c'était quoi? lire et comprendre le texte. Donc ils avaient soit, vous pouvez travailler par 2, soit un questionnaire, soit, enfin, il y avait plusieurs petits outils. Mhm. Et puis, et moi, je me suis forcée à me taire. Je me suis forcée à ne pas interagir, ne pas agir, ne pas dire, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi, ça parle trop. Donc j'ai laissé faire. Et c'était génial comme séance parce que Donc tu as juste dit, allez-y, on a 1 heure ou je sais pas combien de temps. je pense que j'avais dû laisser le temps de poser, d'accueillir, ça te prend bien 5-10 minutes. Ouais. Peut-être 25-30 minutes d'exploration libre. Et puis après, un retour collectif parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai mis en place, quelle stratégie, comment j'ai interagi avec les autres, comment je me suis sentie quand j'étais libre. C'est ça, donc l'espace de pleine liberté, il est quand même contingenté Mais pour qu'on il ait est le temps cadré. il est cadré pour Bien qu'on ait le sûr. temps d'en reparler après et Mais de oui. faire une sorte de rétrospective immédiate En de fait, ce que j'ai appris à cette occasion. l'autre versant de la liberté, souvent on l'oublie, les gens veulent être libres, mais derrière la liberté, il y a la responsabilité. Et il y a aussi les conséquences de mes actes. Mhm. Et on ne peut pas donner la liberté sans éduquer à la responsabilité. Et moi, With c'est ça qui great me power passionne. comes great responsibility. Yeah, you're right. Yes, ok. Ça, tout ça, c'est dans mon prochain. Tout ça, c'est le prochain livre. Je regarde, il est 21h58. Mon Donc, Dieu. on est en train d'arriver au bout bout. du temps prévu pour ce live. Je vais quand même prendre le temps, si tu veux bien, de regarder et de te transmettre les dernières réactions. Vivement la sortie du prochain livre, dit Evelyne disent Evelyne et Letty. Corinne, ce qui m'interroge, c'est qu'on parle actuellement d'adaptation pour eux, mais la société ne le fait pas et le collège ou le lycée ne le font pas non plus. Est-ce que ce n'est pas les tromper vis-à-vis du cursus scolaire à venir? Je finis juste l'interpellation de Corinne qui me paraît tout à fait intéressante. Hein. Va à ton rythme, entre guillemets, d'accord, mais il rencontrera très vite les limites et si son rythme n'est pas adapté, la déception sera dure. Mais c'est le jeu de la vie. Enfin, c'est dur ce que je vais dire, mais pourquoi est-ce qu'on priverait nos enfants ou nos élèves d'un accompagnement adapté parce que plus tard ça va être dur? En fait, on n'en sait rien comment ça va être plus tard. Tout ce qui est bon à prendre, tout ce qui nourrit, tout ce qui sécurise, tout ce qui conforte, c'est de la puissance, c'est de la puissance pour toute la vie. Et après, en plus, si ça tombe, on se dit, il va rencontrer que des enseignants qui le feront pas.
Mais au collège, en ce moment, moi je travaille en ce moment dans un collège, les choses elles bougent, les chefs d'établissement ils bougent, donc on projette nos peurs en se disant bah tiens je vais pas tout lui donner parce que ça va être dur. Bah non, donnons-lui tout en lui disant bah voilà en fait aujourd'hui, ça aussi j'en parle dans le prochain, c'est que vous devez poser votre credo éducatif ou parental. Vous devez dire quelles sont vos croyances et pourquoi vous faites les choses. En disant que tous les adultes que nos enfants, nos élèves vont rencontrer, vont leur balancer, entre guillemets, leur certitude et leurs croyances. Donc si vous leur dites, bah, avec moi ça fonctionne comme ça, tu vas rencontrer, c'est possible, des adultes qui vont essayer de fermer ton cœur, qui vont dire que ce que t'es c'est pas bien, mais c'est à toi de savoir... Bouclier. C'est ça, c'est pour ça que tu sauras t'armer de ton bouclier les outils du Toltec. psycho-affectif, c'est du non négociable parce que c'est des outils pour toute la vie. Donc tu pourrais lui dire, moi ce que je dis aux enfants que j'accompagne dans la vie professionnelle ou personnelle, c'est que la vie c'est des inconforts à rencontrer et c'est toi qui vas grandir ton potentiel à mesure que tu vas traverser cela. Voilà. Je lis le commentaire de Aude parce que je pense qu'il va dans le sens de ce que tu dis. Aude écrit, c'est Isabelle Filiosa qui disait que c'est quand elle en a eu assez d'essayer de réparer les adultes en consultation de thérapie qu'elle a réalisé qu'il fallait surtout arrêter de casser les enfants qui sont les futurs adultes. Exactement. Exactement. Apprenons à être libres, être responsables, à mesurer les conséquences de leurs actes, à ouvrir leur cœur, à aller vers leurs rêves. Alors Karim t'encourage à écrire un monologue sur ce sujet et à le jouer sur scène. J'y pense en ce moment. Je crois que tu as le talent, que vous avez le talent pour ça, te dit Karim. Le théâtre vous permettra de toucher plus de personnes. Tout le monde doit entendre ce que vous dites. Merci Karim. J'y pense en ce moment en disant peut-être je suis prof et je fais une phobie scolaire. Je pense à un petit texte comme ça. C'est un projet. Nathalie, sur les émotions, certains enfants ne disent pas la vérité. Alors, mais oui, bah c'est le jeu. Et il y a des enfants, il y a aussi des enfants, en fait, je peux en parler pendant des heures des émotions des enfants. Il y a des enfants qui ne savent pas et qui vont mettre plusieurs séances à trouver leurs émotions. Et s'ils disent pas la vérité, eh bien, en fait, on n'en sait rien s'ils disent la vérité ou pas. On C'est ce sait qu'ils pas. disent en tout cas. Mais qui dit qu'ils ne disent pas la vérité? Les enfants ils disent bah, je ne vous dis pas la vérité. Je crois que la clé de nos jours, c'est l'empathie et le lien qu'on crée avec les élèves, Bah oui, dit je suis d'accord. Graziella. Evelyne, plus soit l'idée qu'au collège ça bouge. Nathalie demande, et c'est parmi les dernières questions, je vous rassure, on y va, mais je prends les 5 ou 10 minutes de retard rituel pour permettre aux dernières questions de trouver une réponse quand même, parce que c'est passionnant, en tout cas moi, je le dis, j'ai été passionné par cette discussion et je te remercie beaucoup d'être venu répondre à toutes ces questions. Mais Nathalie demande, que fait-on des gros perturbateurs violents et en échec? On prend soin d'eux. En fait, j'ai jamais... Enfin, les enfants qui sont... Mais ça marche aussi pour tous les êtres humains, enfants, ados, adultes. Quand on va vraiment pas bien, c'est super rare qu'on dise s'il te plaît madame ou papa ou maman est-ce que tu veux bien reprendre parce que là je me sens totalement en insécurité, je n'ai absolument pas les outils pour te dire à quel point j'ai mal au cœur quand il se passe ça, j'avais bien travaillé et pourtant j'ai quand même une mauvaise note, où j'ai parlé tu m'as engueulé moi alors que c'est quelqu'un d'autre qui avait commencé. En fait les gamins ils ne disent pas stop, pause, j'y arrive pas. Leur manière, comme ils n'ont pas d'outils pour communiquer, et c'est vrai aussi chez les adultes, qu'est-ce qu'ils font? Ils hurlent, ils cassent, ils sont dans des mécanismes transgressifs. Un enfant, alors c'est ça qui est dur, c'est que souvent ces enfants-là, ils viennent nous provoquer, ils viennent nous chercher, on se sent agressé. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Personne ne peut vous manquer de respect. Ça, j'ai découvert, enfin, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, dans une formation que je donnais dans un centre hôtelier. C'est l'une des réceptionnistes qui me disait... Ben voilà, donc je leur demandais de lister les comportements inconfortables. Ils disaient, ben voilà, moi il suffit qu'il y ait un client à 7h du matin qui arrive et qui me gueule dessus pendant 10 minutes, ça bousille ma journée et quand je rentre à la maison, je suis encore en colère. Et là, tout à coup, ça fait tilt dans ma tête et je me dis, oh, mais quel pouvoir je donne à l'autre? Quel pouvoir je donne à un homme ou à une personne que je ne connais pas sur le déroulement de ma journée et le déroulement de mes interactions avec les autres. Nos élèves, c'est pareil. Un élève qui explose, je suis pas forcément, je n'ai pas à apprendre pour moi. Il me manque pas de respect. C'est juste sa manière. Après, je sais que c'est difficile. Hein, j'enseigne, je suis arrivée, enfin, je vis la réalité. Hein. C'est sa manière à lui de dire urgence, j'ai mal, j'ai peur, aide-moi. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe comme ça? On l'exclut.
Et on le met à l'extérieur en disant, bah tu vois, tu sais pas te comporter, va-t'en. Je schématise, hein, mais c'est ça qui se passe. Donc lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, il continue à se dire, bah oui, je suis pas adapté, donc je continue à taper du pied, à aller, à hurler, à tout saccager. Prenons soin de nos enfants qui vont mal. Et donc, prenons soin des enfants concrètement par rapport à cet enfant perturbateur Alors, qui va mal, qui est en échec. Ça peut vouloir dire quoi? Lui dire bonjour le matin, évidemment. l'appeler En même par temps, son tu me poses une prénom. question comme ça juste à la fin, mais effectivement, il y a plein de choses. Mais Ouais, pardon, donc, mais ça, c'est oui. Après, il y a d'autres choses. Si, vous savez, il y a des enfants qui ont toujours envie de parler ou qui prennent la parole tout le temps. Prenez-le à côté de vous en disant, bah, écoute, tu vois, là, face à toi, quand tu regardes, tu vois que moi, mais maintenant que tu es à côté de moi, viens faire classe avec moi. Et regarde, on va interroger ce qu'on n'a pas entendu aujourd'hui. Donc, mettez-le en action. Plutôt que de vous mettre en frontal, faites avec. génial. Ouais. Parce Après, que c'est long. C'est l'histoire de la co-animation. C'est l'histoire de à la nouveau, co-animation, c'est l'histoire du co. Arrêtons d'avoir raison, arrêtons d'être. Enfin, c'est pas que pour dans cette situation-là. Essayons le co, faire ensemble. Mel, relier. pardon, mais Oui. Mel a testé la co-animation dans sa classe. Elle dit c'est une véritable source de richesse C'est et génial. les interactions entre les élèves les rendent responsables de leurs apprentissages. Merci Alexandra pour vos témoignages et le regard que vous portez sur nos élèves. Voilà, Léa a hâte de mettre tout ça en classe, en place. Je ne sais pas si elle voulait dire en place ou en classe, mais elle a écrit en classe dès l'année de PES. Donc j'espère bien Léa, effectivement, que tu seras PES l'année prochaine pour mettre tout ça en Amusez-vous place. surtout. C'est passionnant et ça donne envie d'enseigner, dit Claire. Je crois que merci. ça va te rendre heureuse. Graziella, moi aussi, je vois tellement la différence rien qu'avec les camarades de classe de mon fils et aussi l'envie des petites sections d'aller à l'école le matin dans sa même école. C'est terrible. Donc l'envie d'aller à l'école. Voilà, voilà. Merci Alexandra. Morgane, je laisse, je transmets le remerciement de Morgane qui dit merci Alexandra d'avoir autant parlé, de nous avoir partagé sa philosophie d'enseignement qui donne tellement envie. On aimerait tous être ce professeur. Non, soyez juste vous-même, ce sera juste parfait. Et voilà, soyez vous-même. On va rester, C'est je pense, Oscar Wilde. Les là-dessus. autres sont déjà pris. Donc, merci d'avoir été toi-même Merci. ce soir, Alexandra. Voilà, le livre s'appelle Dépasser les difficultés d'apprentissage, mais il s'appelle surtout Comment révéler le potentiel de chacun. Voilà, on est plutôt, comme vous l'avez compris, branché sur le sous-titre Comment révéler le potentiel de chacun. C'est aux éditions Retz. C'est un livre super. Cette discussion m'a vraiment passionné. Merci beaucoup d'être venu répondre aux questions de nos élèves et des candidats au CRPE. On se retrouvera du coup pour le deuxième. Avec grand plaisir. Voilà, tu viendras nous raconter tout ce qu'il y a dans le deuxième livre quand il sortira et puis peut-être pour d'autres occasions. Merci tout le monde. Merci de votre présence et de votre bye. retour. À bientôt. Au revoir. Je vais arrêter là. D'accord. Le streaming, voilà. Tac.